Mon père, pour assurer la descendance, avait attaché et ramené un renard pour la nuit. Qui aurait cru qu'après cette unique nuit, le renard se transformerait en une magnifique femme? Mon père, terrifié, tomba à genoux et implora son pardon. Mais la femme, loin de se fâcher, exigea au contraire que cela se reproduise chaque nuit, dans une ivresse de plaisir. Ainsi, ma mère renarde, après 10 mois de grossesse, me donna naissance. Des années plus tard, alors que je coupais du bois en montagne, je vis un énorme python enroulé autour d'un petit renard, le serrant à mort. Sans une once d'hésitation, je lançai ma hache sur le python, la plantant droit dans sa tête. Le serpent se débattit un instant avant de rendre âme. Le petit renard, bien qu'ayant échappé à la gueule du serpent, était grièvement blessé. Je le ramenai précipitamment chez moi et soignai ses plaies avec des herbes médicinales. Quelques jours plus tard, la petite bête courait et sautait déjà. Depuis lors, ce petit renard refusa de quitter ma maison. Je m'empressai de dire que je n'avais pas vu son petit-fils. Un sourire effleura alors les lèvres de la vieille, « Tu ne l'as pas vu ?» Mais, à chaque fois, à la nuit tombée, il réapparaissait sur le pas de ma porte, tenant dans sa gueule tantôt un champignon sauvage, tantôt un lièvre ou une perdrix. C'est alors que je compris, le petit renard me disait qu'il pouvait subvenir à ses besoins, sans que j'aie à le nourrir. Rassuré, je le laissai donc rester. À partir de ce jour, le petit renard ne me quitta plus, jusqu'à ce que j'atteigne mes 18 ans. Soudain, le petit renard disparut. J'attendis la nuit, mais il ne revint pas. Alors que je m'apprêtais à sortir pour le chercher, une vieille dame se présenta à ma porte, appuyée sur une canne, l'air affable. « Jeune homme, je cherche ma petite fille. L'aurais-tu vue ?» Mon cœur fit un bond. Ces derniers temps, personne d'étranger n'était venu au village. « Qui est votre petite fille ?» La vieille dame toussauta légèrement, me fixant du regard. « Il y a quelques années, je suis parti en laissant ma petite fille garder la maison. À mon retour, elle avait disparu. Certains disent qu'elle vit chez toi. » À ces mots, je restai interdit. Il n'y avait que moi dans cette maison. Je répondis poliment. « Vous vous trompez sûrement. » La vieille dame hocha la tête à ces paroles, mais son regard resta obstinément fixé sur ma cuisine. Je me retournai et, à ma grande surprise, le petit renard était accroupi là. Il agita sa queue en direction de la vieille dame. Un sourire semblant même se dessiner sur son museau. En voyant le renard, la vieille dame tourna les talons sans un mot et s'en alla. Cette nuit-là, comme à son habitude, le petit renard s'endormit sur mon ventre. Le lendemain, à mon réveil, le petit renard avait de nouveau disparu. À peine étais-je descendu du lit que je vis sur la table un petit tablier rouge contenant une mèche de cheveux, le tout enveloppé de papier rouge. Ne sachant à quoi cela pouvait servir, je pris ces objets et me rendis chez le chef du village. En les voyant, le chef éclata de rire. « Ah, c'est une fille qui te fait une avance. Avec ça, tu peux aller demander sa main. Dis vite à ton grand-père. Quelle est la fille qui t'a offert ceci ?» J'en restai abasourdi. Serait-ce le petit renard qui me l'avait rapporté? Mais ce que je n'avais pas prévu, c'est qu'à partir de ce jour, le petit renard ne réapparut plus jamais. Après son départ, un vide immense habita mon cœur. Chaque jour, hormis manger et dormir, je parcourais mont et vallée à sa recherche, hélas sans trouver la moindre trace. Pendant plus de 15 jours, je n'eus aucune nouvelle du petit renard. Le désespoir m'envahit, je crus ne plus jamais le revoir. Jusqu'à ce soir, 15 jours plus tard, où une vieille dame accroupie pleurait devant ma porte. Je lui demandai ce qui n'allait pas. À ma voix, la vieille femme leva brusquement la tête et émit d'une voix rauque, « Je cherche mon petit-fils. Mon petit-fils a disparu. Tu l'as vu, n'est-ce pas ?» Un frisson me parcourut l'échine. La fois d'avant, elle cherchait cette petite fille, et maintenant son petit-fils. Pourquoi toujours chez moi? Je me suis empressé de dire que je n'avais jamais vu son petit-fils, mais la vieille dame afficha un léger sourire, « Tu ne l'as pas vu. Et il y a 6 ans, tu n'as pas vu mon petit-fils ?» Ces paroles étaient comme une accusation. Je réfléchis longuement, mais sans le moindre indice, « Madame, vous faites erreur, je n'ai vraiment jamais vu votre petit-fils. » À ces mots, la vieille femme cessa de parler, mais un sourire sinistre apparut sur son visage. Son sourire me fit reculer de plusieurs pas, terrifié. Je me tournai, titubant, courus jusque chez le chef du village pour lui raconter l'affaire. Le chef, interdit un instant, pointa du doigt derrière moi et demanda, « N'est-ce pas elle dont tu parles ?» Une glace me coula dans le dos. Tremblant, je tournai légèrement la tête et vis la vieille femme se tenant silencieusement derrière moi. Pris de peur, je m'abritai derrière le chef. Le chef la dévisagea, « De quel village es-tu ? Ce n'est pas bien d'effrayer un gamin en pleine nuit, tu ne crois pas ?» La vieille répondit d'une voix sourde. « Je cherche mon petit-fils. » Ensuite, quoi que le chef lui demande, elle resta muette, se contentant de sourire d'une façon étrange. Alors, le chef sortit 2 œufs de sa maison et les lui tendit. « Prends cette chose et va-t'en. Ne viens plus terrifier les gens sur mon territoire. » Je vis alors la vieille femme jeter un coup d'œil. Puis elle écrasa l'œuf par terre, et d'une voix rauque, elle me montra du doigt en hurlant, « Elle a tué mon petit-fils. Je l'ai hanté toute sa vie. » En entendant cela, le chef du village changea de visage et me pressa d'aller allumer la lampe dans la cour. Je me dépêchai d'appuyer sur l'interrupteur, et une lumière éclaira soudain le seuil. C'est alors que je pus voir clairement. Sur l'épaule de la vieille femme était enroulé un serpent venimeux rouge, qui montrait ses 2 crochets en me fixant. Le chef du village paniqua immédiatement. Il me demanda rapidement, à voix basse, « Mon grand-fils, ma vue est mauvaise.
Regarde cette vieille femme. Elle n'a pas d'ombre, n'est-ce pas? À ces mots, je tournai brusquement la tête. La vieille femme se tenait droite sous la lumière, vraiment sans ombre. La sueur froide me coula immédiatement. Terrifié, je n'osais parler, je hochai simplement la tête, raide. Le chef du village s'écria soudain. Mon grand-fils, n'aie pas peur. Il y a une épée héritée dans ma chambre. Va vite me la chercher. À ces mots, je courus en tremblant dans la maison, mais après avoir fouillé longtemps, je ne trouvai aucune épée. Quand je sortis pour dire que je n'avais rien trouvé, je vis la silhouette de la vieille femme déjà s'éloigner. Le chef du village, l'air paniqué, me tira à l'intérieur et ferma solidement la porte. Mon pauvre enfant, il n'y avait pas d'épée. Je l'ai trompé. Tu as attiré quelque chose de malpropre? Après avoir dit cela, le chef du village éteignit la lumière dans la maison. Il me demanda si j'avais offensé quelque chose. Je réfléchis longuement, de toute ma vie, je n'avais jamais offensé personne. N'as-tu jamais tué quelque chose que tu n'aurais pas dû? À ces mots, je me rappelai soudain 6 ans plus tôt. J'avais tué un serpent blanc pour sauver un petit renard. Je racontai cela au chef du village. En l'entendant, il frissonna de tout son corps. Espèce de malchanceux, comment oses-tu tuer des bêtes dans la montagne? Le chef du village dit qu'il m'emmènerait demain voir un exorciste. Il me dit de dormir chez lui cette nuit, et quoi que j'entende, de ne pas répondre. Je retins ses paroles. Je n'osais dire un mot. Mais au milieu de la nuit, un bruit étrange retentit soudain dehors. Puis j'entendis la respiration haletante de la vieille femme. Je levai la tête et regardai par la fenêtre. Une silhouette voûtée se promenait dehors. En se déplaçant, elle s'arrêta soudain contre la fenêtre, comme si elle me cherchait. Terrifié, je n'osais bouger. La voix du chef du village me parvint de la pièce voisine. Cache ta tête sous la couverture. Ne regarde pas. Je me couvris vite de la couverture, le cœur battant à tout rompre. Mais la respiration haletante ne cessait pas, tantôt proche, tantôt lointaine. Jusqu'à 3 heures du matin. Elle s'arrêta enfin. Pourtant, je n'osais toujours pas sortir de sous la couverture. Je ne sais combien de temps passa. Avant que je ne m'endorme lentement. Dans mon rêve, je vis un serpent blanc. Il me fixait intensément. Et de sa bouche humaine, il dit « Rends-moi ma vie ». Je fus réveillé par ce cauchemar. Je me redressai brusquement sur le lit. Dehors, le jour était déjà levé. Le chef du village se tenait au pied du lit. Il me pressa de me lever et m'emmena au village voisin voir un exorciste. Mais le soir venu, la folle revint. J'étais épuisé mentalement. Je brûlais de l'encens et du papier-monnaie. Je me prosternai et suppliai, j'essayai toutes les méthodes, mais rien n'y fit. Plus terrifiant encore, au réveil le lendemain, je me retrouvai couché sous un grand arbre dans la montagne, exactement à l'endroit où j'avais tué le serpent blanc des années plus tôt. Ainsi, je vécus tant bien que mal chez le chef du village pendant 3 jours, essayant tous les moyens. Je ne pouvais plus laisser souffrir à cause de moi. Aussi, le 4e jour au matin, je retournai chez moi en cachette. Mais à peine arrivé à ma porte, le chef du village me suivit, hors d'haleine. Mon pauvre enfant, comment pourrais-je te laisser aller à la mort? Viens, aujourd'hui, quoi qu'il arrive, je vais t'aider à régler cette affaire. Mon grand-fils, les choses en sont là, je ne peux plus te cacher la vérité. La famille Liu réclame ta vie. Pour survivre, il ne reste qu'une seule solution. Quelle famille Liu? Il n'y a pas ce nom dans notre village. Dans nos montagnes, il y a 5 grandes familles immortelles. Wu, Wang, Bei, Liu, Hui. Le serpent que tu as tué autrefois, et celui qui te traque aujourd'hui, font tous partie de la famille Liu. Et le petit renard que tu as sauvé était probablement de la famille Wu. Seule la famille Wu peut t'aider. Grand-père, n'y a-t-il vraiment pas d'autre moyen? À la base, humains et démons sont différents. Je ne voulais pas que tu empruntes cette voie, mais maintenant. Nous avons épuisé toutes nos méthodes. Le chef du village dit en montrant mon vêtement, as-tu encore le petit tablier rouge? D'une main tremblante, je sortis le tablier. Tiens-le bien. C'est un gage d'une fille de la famille Wu. Avec elle, tu as une chance de trouver la famille Wu. À peine ces mots prononcés, dans la cour dehors. Un bruit dense et crépitant se fit soudain entendre. Le chef du village changea de visage et attrapa vivement un couteau à côté. Nous venions de traverser la salle principale quand une scène terrifiante se produisit, la vieille femme se tenait sinistrement au carrefour. Ma tête bourdonna, mes jambes devinrent molles de peur. Je reculai instinctivement. Les larmes me montaient aux yeux. Le chef du village bloquait la porte avec une table en criant vers moi. Mon petit-fils, écoute-moi bien, cours vers le cimetière sauvage du Mont Sud, quoi que tu entendes. Surtout ne te retourne pas. La porte ne tient plus sous les coups des serpents dehors, même le verrou cède. Quelques petites vipères s'étaient déjà glissées par la fente. Le chef du village, les dents serrées, bloquait le battant de tout son corps. En voyant le vieux chef si âgé, mes larmes débordèrent. Je sortis de ma poitrine le petit gilet rouge et le serrai contre moi. J'ouvris la porte de derrière et plongeai dans la nuit sans fin. À peine avais-je fait quelques pas, que j'entendis derrière moi un frôlement soudain. La vipère écarlate me poursuivait. Elle était si rapide qu'elle allait mordre mon talon. Mon cœur se glaça. Je glissai et tombai en avant. À cet instant, une ombre blanche jaillit des buissons à côté. Un cri de renard familier retentit. Je clignai des yeux, c'était la petite renarde blanche. Voyant cela, je saisis une hache pour l'aider, mais la renarde attrapa le PAN de ma veste et fila dans le bois sombre. Je voulus la suivre, mais il faisait trop noir pour voir quoi que ce soit. Une brise nocturne passa. Je sentis une odeur familière, celle propre à la petite renarde. Soudain, je compris.
Cette renarde n'était pas un simple animal, c'était vraiment une renarde immortelle. L'avoir vue un instant apaisa un peu ma peur, mais je n'avais pas le temps d'hésiter. Grand-père chef m'attendait. Je pris une profonde inspiration et, le cœur lourd, je continuai à courir vers mon sud. Jamais je n'avais couru si vite. Le vent sifflait à mes oreilles. Derrière, je sentais une caresse froide et visqueuse frôler mon talon. En me voyant, il se tapota la poitrine en haletant, fit la moue et dit. Personne n'osait s'y aventurer d'habitude. Plus je montais, plus le chemin devenait désolé. Tout autour, des pierres éparpillées et des tombes anonymes. Soudain, j'entendis la voix du chef du village derrière moi. Je m'arrêtai net. Une joie m'envahit, grand-père s'était échappé, j'allais me retourner. Quand me revint en mémoire sa recommandation, quoi que tu entendes, ne te retourne surtout pas. La voix se rapprochait, je sentais même quelqu'un souffler un air froid dans mon cou. Comme un fou, je continuai à monter jusqu'à atteindre un sinistre cimetière sauvage. Soudain, j'entendis un bruit étrange de cheveux peignés. À la lumière de la lune, je vis une silhouette blanche assise sur une tombe devant moi. Elle tenait un peigne en bois cassé et peignait lentement une longue chevelure traînant par terre. Petit frère, est-ce que mes cheveux sont beaux? Je frissonnais de tout mon corps. C'est alors que je réalisai avec effroi qu'elle ne me tournait pas le dos, elle me faisait face. L'instant d'après, elle écarta l'épaisse masse de cheveux dévoilant un visage livide. À cette vision, mes jambes flageolèrent et je m'effondrai par terre. Le petit gilet rouge roula hors de mon sein. La femme fantôme ricana d'un rire mauvais. Elle fonça sur moi. Au même moment, derrière, dans les herbes. La vipère écarlate jaillit à son tour, crochet découvert, droit vers ma gorge. Je n'avais que ma hache de défense. Le désespoir m'engloutit. À cet instant critique, le gilet rouge tombait à terre. Se mit soudain à rougeoyer. Les mèches de cheveux prirent feu d'elles-mêmes, une fumée bleue monta droit vers le ciel. Le temps sembla s'arrêter. La femme fantôme, qui bondissait dans les airs, heurta comme un mur invisible. Elle poussa un cri perçant, comme face à un ennemi mortel, et se changea en une fumée noire qui plongea dans sa tombe. Quant à la vipère écarlate, elle resta là, inerte, comme vidée de ses forces. Sans même le courage de fuir. Je haletais, encore sous le choc de l'horreur. Avant que je puisse me relever, un vent sourd se leva. Un bruit de gong mat et rythmé résonna dans le cimetière. Puis, des morceaux de papier blanc tombèrent du ciel, tourbillonnant comme de la neige. Dans le bois jusqu'alors obscur, 2 lanternes apparurent, vacillant vers moi. Alors qu'elles approchaient, un palanquin d'un blanc-neige traversa la nuit. Et se révéla. Mon cœur s'emplit de joie, sans doute la fumée bleue avait appelé les renforts de la famille Wu. Je me dirigeai vers le palanquin, mais avant d'y arriver, une voix sinistre jaillit des ténèbres de l'autre côté du palanquin. Où es-tu? Viens vite, monte en chaise. Ta grand-mère te ramène à la maison. La voix glaciale pénétra les oreilles. C'était la folle vieille femme. Tout en parlant, elle s'approchait pas à pas. Tremblant de peur, je serrai le gilet rouge lumineux et me cachai derrière une stèle. Immobile. Elle semblait avoir flairé l'odeur des cheveux brûlés. En suivant l'odeur petit à petit, les petits pieds chaussés de tissu noir s'arrêtèrent finalement devant la pierre tombale où je me cachais. Je vois où tu vas te cacher. La vieille Feng s'approcha lentement de moi, reniflant bruyamment. Elle s'approcha encore, et après un moment, la vieille Feng laissa échapper un rire froid. Elle se retourna et partit. Ce n'est qu'une fois sa silhouette complètement disparue que je repris mon souffle bruyamment. Je me rappelai les conseils de grand-père le chef du village. Je suivis le petit chemin gris et poussiéreux, continuant à monter. Arrivé au sommet, je trouvai l'arbre le plus épais dont grand-père avait parlé, et derrière lui, je découvris une stèle. Une stèle gravée représentant l'esprit du clan Wu. Je m'agenouillai devant elle, tenant la bavette à 2 mains. Je me prosternai 3 fois. L'instant d'après, un vent violent se leva soudain autour de moi. Les feuilles mortes tourbillonnèrent, suspendues autour de moi, puis, derrière moi, une voix de femme retentit. Je t'attendais depuis longtemps. Te voilà, suis-moi. Je me levai précipitamment pour la saluer, mais elle sourit doucement et me dit. Je m'appelle Duo, l'aîné du clan Wu, je suis venu exprès pour te chercher. Maintenant que tu feras partie de la famille, n'est pas à être si formel. Je poussai un soupir de soulagement. Je m'empressai de la remercier, mais elle agita la main. Tu ferais mieux de remercier notre princesse. La princesse Rongron, c'est elle qui a insisté pour que je vienne te chercher. Sinon, moi, je n'aurais pas pris la peine de venir. Elle eut un sourire résigné. Je ne pus m'empêcher de demander, qui est Rongron? Elle dit, Rongron, c'est ta petite renarde, notre 2e fille. La plus mignonne. Tu la verras le soir de tes noces. Quoi? C'est vraiment la petite renarde que j'épouse? Dès qu'elle prononça le mot aux noces, mon cœur battit violemment. En me voyant rougir, elle ajouta, encore plus joyeuse. Ici, la règle veut que le marié et la mariée ne se voient pas avant la nuit de noces. Regarde-toi, si pressé. Rassure-toi, tu as vécu 6 ans avec la petite princesse Rongron. Elle est une beauté convoitée par des milliers d'hommes. En entendant cela, je rougis encore plus, n'osant répondre. Nous restâmes silencieux un moment. Nous marchâmes ainsi un bon moment, puis j'aperçus un petit hameau. Illuminé de lumière, avec des serviteurs attraits. Je la suivis vers la porte. Du coin de l'œil, je remarquai soudain, au 2e étage de la maison d'en face, comme une personne. Penchée à la fenêtre, me regardant. Je levai la tête, mais elle fit exprès de ne pas se montrer. Mon cœur tressaillit.
Serait-ce la petite renarde? Je dus retenir ma curiosité. Je suivis Duo vers la pièce avant. Dès que j'entrai, je vis qu'il y avait beaucoup de monde à l'intérieur. Je fus stupéfait, la vieille dame, je l'avais déjà vue, n'était-ce pas celle qui était venue chez moi l'autre fois? Chercher sa petite fille. Duo désigna la vieille dame et me la présenta. Voici notre mère. À cette vue, je joignis rapidement les mains en signe de respect. La vieille dame sourit soudain, d'un sourire plein de bonté, mais ce qui me frappa surtout, ce fut une sorte d'autorité. Ensuite, Duo me présenta plusieurs autres personnes présentes. Il ne reste plus que nous deux, dit soudain la vieille dame d'un ton moins enjoué. Enfant, je sais tout ce qui t'est arrivé. Avant que le mariage ne soit consommé, elle peut frapper à tout moment. Tu as sauvé ma fille. Nous devons t'aider de toutes nos forces, mais notre clan ne peut non plus enfreindre les règles. Ce qui se passe avant le mariage, tu dois le supporter seul. Mes jambes tremblaient, mais je dus faire face. Je hochai la tête, résigné. Je comprends. Tant que je peux sauver grand-père le chef du village. J'y vais à fond. Un léger tressaillement parcourut le corps de la vieille dame. Elle poussa un long soupir, celui qui peut s'allier à notre clan ou n'est vraiment pas ordinaire. J'ai confiance en toi. Puis, la vieille dame ordonna qu'on me change. On me mit le chapeau et la robe rouge du marié. Dès que je sortis, je montai dans une chaise à porteur rouge. Juste après que la chaise tourna dans la ruelle. J'entendis soudain une question étrange venue de l'extérieur, vous célébrez une fête? La chaise s'arrêta immédiatement. Pris de peur, la tête glacée, je soulevai le voile de la fenêtre pour regarder devant. Dehors, Duo cria avec colère, insolent. Sur le territoire des Hou, tu oses faire du grabuge? Soudain, un serpent rouge, surgit de nulle part, d'un coup. Fila dans la chaise et planta ses crocs dans mon poignet. Je poussai un cri de douleur. Plus tard, ma conscience devint très floue, et dans la brume, je fus conduit par les domestiques de la famille Hou. Dans le hall. Quand je me réveillai, je me retrouvai dans une pièce. En regardant autour de moi, je vis une chambre décorée de double bonheur rouge. Sur le lit était assise une mariée, voilée de rouge. C'était donc une chambre nuptiale. Je me souvins de la morsure de serpent, et je relevai précipitamment mes vêtements pour voir, il ne restait que deux marques de crocs superficielles, déjà enduites de médicaments. L'image de grand-père le chef du village me traversa l'esprit. Je venais de me marier ici, je ne savais pas si les serpents du village s'étaient retirés. Affolé, je me levai d'un bond pour sortir. Où vas-tu? Demanda soudain la mariée assise sur le lit. Je retourne voir grand-père le chef du village. Je ne sais pas ce qu'il advient du village maintenant. En disant cela, j'ouvris la porte d'un geste. Mais à peine l'eus-je ouverte que je vis Duo dehors, qui me bloqua aussitôt. Tu ne peux pas y aller. Si tu franchis cette porte maintenant, qu'est-ce que je fais de ma rourou? Sur ces mots, elle me poussa à l'intérieur et verrouilla la porte. Avant que je puisse réagir. La mariée dans la chambre ajouta, si tu oses partir ce soir, je pleurerai devant toi. Je restai sans voix, et ne pus que la rassurer, je vais juste voir grand-père le chef du village. Je ne partirai pas. Mais elle dit que je ne pourrai jamais sortir de la demeure des Hou. Je n'y croyais pas. J'allai à la porte et tirai dessus de toutes mes forces, mais la serrure extérieure était impossible à ouvrir. Alors que mon esprit s'embrouillait d'angoisse, il dit, alors je viens avec toi. J'ai un moyen de te faire sortir en douce. Je fus surpris, une si bonne affaire? Mais il secoua la tête et murmura, non. Le voile rouge n'a pas encore été soulevé. Mère a dit que c'est toi qui dois le soulever. Et il faut boire la coupe de vin nuptial. Quel tracas! Je jetai un regard impatient vers la porte. Je ne pouvais pas perdre de temps. Je courus donc au lit et tendis la main pour soulever son voile rouge. Mais elle l'interdit encore, mécontente, tu ne peux pas utiliser tes mains. Tu dois prendre cette petite baguette. Mon cœur fit un bond, que de manière avec les femmes. Sans autre choix, j'allai à la table, pris la baguette, et à cet instant. Ses mains blanches et délicates serrèrent soudainement ses vêtements, comme s'il était encore plus nerveux que moi. Je me fichais bien qu'il soit prêt ou non. Et je soulevai brusquement le voile. L'instant où il se leva, je restai complètement stupéfait. Elle était vraiment belle, coiffe de phénix, robe de mariée, une longue chevelure blanche. Un visage délicat et frais. Elle mordait ses lèvres rouges, ouvrant de grands yeux. Humide et brillant, me regardant timidement, adorable à croquer. Pendant un instant, j'oubliais tout le reste. La contemplant sans même scier. La légende disait vrai. Il n'y a pas de renard qui ne soit belle. Me voyant la fixer ainsi, elle devint encore plus nerveuse. Pourquoi me regarder comme ça? Sa voix me tira de ma rêverie, et je me rappelai l'urgence. Le chef du village et les autres attendent que j'amène des renforts. Peux-tu me faire sortir maintenant? Non. Il faut encore boire la coupe nuptiale. Elle pinça les lèvres et ajouta, je savais que si je ne la suivais pas, je ne sortirais pas. Alors je m'empressai d'apporter 2 verres de vin, lui en tendant un. Allez, bois. Pas de regret après. Non, je veux t'entendre m'appeler, épouse, dit-elle avec satisfaction. J'étais mort d'inquiétude, mais elle continuait à me taquiner. Je dus céder. Épouse, bois vite. J'ai vraiment une affaire urgente. Elle poussa un petit, satisfait, puis prit mon bras de sa propre initiative. Prête à boire la coupe entrelacée. Nous étions très proches, face à face. Nous bûmes ensemble. Craignant qu'elle ne se rétracte, à peine fini je la pressai de partir vite.
Soudain, elle me tira par la main, jeta un regard méfiant vers la porte, et baissa la voix. On ne peut certainement pas sortir par ici. Ma mère m'enfermait souvent, mais j'ai un passage secret. Ne le dis à personne. Sur ces mots, elle me tira contre le mur, se baissa et écarta une planche de bois. C'était une porte, qui s'ouvrit d'un coup. Elle me fit signe de me taire, sortit d'abord la tête, furtivement, puis me prit par la main pour sortir, criant d'excitation. Me revoilà dehors. Mais qui aurait cru qu'à peine sorti? Je vis que la vieille dame et Duoduo se tenaient dehors, me regardant. Toi, ma fille, même mariée, tu es encore si peu raisonnable. Déjà la nuit de noces? La vieille dame fixa Rongron d'un ton plein de reproches. Rongron rougit instantanément, baissa la tête et pinça le coin de sa robe en murmurant « Je voulais juste l'emmener faire un tour dans la cour. Je sais bien ce qui se passe dans ta tête, ne fais pas la naïve. Rentre vite dans ta chambre, j'ai à parler à Shenping. » La vieille dame prit un air sévère. « Si tu n'obéis pas, je superviserai moi-même votre nuit de noces. » Rongron, résigné, hocha la tête, puis me jeta un regard gêné, comme si elle se sentait coupable, avant de rentrer dans sa chambre. La vieille dame me conduisit au salon. Elle me fixa quelques secondes, puis dit « Shenping. Je sais que tu t'inquiètes pour ton chef de village. Rassure-toi, puisque tu es désormais gendre des renards. La famille Liu n'osera plus s'en prendre à ton village. » Ce disant, elle se dirigea vers la porte, mais se retourna avec un sourire malicieux. « Au fait, ne sois pas timide cette nuit. Cette fille, Rongron, a un caractère bien trop têtu. Il est temps qu'elle goûte à ce que signifie être une mariée. » Ces paroles me firent monter une chaleur au visage, je ne pus qu'acquiescer. Après son départ, je m'assis au bord du lit, sortant le petit paquet que le vieux chef m'avait fourré de force dans la poitrine avant mon départ. J'ouvris le tissu, il y avait un livret de caisse d'épargne. Un vieux livre sans nom en lambeaux, et une lettre froissée écrite par le chef. L'écriture était tremblée. « Mon petit-fils, quand tu liras cette lettre, ton grand-père ne sera peut-être plus là. Souviens-toi de mes paroles. Premièrement, en toute chose, ouvre l'œil. Deuxièmement, ce livret contient l'argent que j'ai économisé toute ma vie pour mon cercueil. Garde-le pour payer tes études à l'université. Quoi qu'il arrive, survis. » Après avoir lu la lettre, mes larmes coulèrent sans retenue. Le vieux chef était peut-être mort ou vivant pour me sauver. Et je ne pouvais rien faire. À qui devais-je faire confiance? Je m'essuyai le visage en désordre. Levant la tête, je vis Rongron affalée sur la table, perdue dans ses pensées. En voyant mes yeux rouges et mon air abattu, elle se précipita pour demander ce que sa mère avait dit. Mais je n'avais pas le cœur à ça. Je m'effondrai sur le lit, l'esprit vide, sans répondre à ses questions. Finalement, furieuse, elle s'assit sur une chaise en me lançant des regards noirs. Sans rien dire. Peu à peu, la fatigue m'envahit, je m'allongeai pour dormir. À peine avais-je fermé les yeux qu'elle s'embrasa, accourut en colère. Me saisit par la tête. Je me levai d'un bond en boudant. « Tu oses m'ignorer? Ce soir, pas de lit. Tu dormiras par terre. » Puis elle prit un air très blessé, comme si c'était moi qui l'avais maltraité. Exaspéré, je m'allongeai par terre. Mais en voyant son air triste, je craignis qu'elle ne pleure et que la vieille dame ne m'en tienne rigueur. Alors je me levai et dis « Pardon, tout à l'heure j'étais perdu dans mes pensées. »« Je n'écoute rien, maudit Marie, fit-elle en faisant la moue. Se tournant de l'autre côté. Moi, la tête pleine du sort de tout le village, le cœur en désordre. Je n'avais plus la force de cajoler cette princesse capricieuse. Tel un ballon dégonflé, je m'affalai sur la table. Plongeant la tête dans mes bras, faisant le sourd et le muet. Toi. Et dire que je t'ai sauvé ce jour-là. Je ne m'attendais pas à un ingrat. Elle se mordit la lèvre jusqu'au sang. Finalement, je l'entendis, comme par dépit, se jeter sur le lit, tirer la couverture. Et s'en envelopper hermétiquement, tout en marmonnant des insultes. Les yeux fermés. Je soupirai intérieurement, c'est fini, ma vie est fichue. Si elle ne me tue pas à force de tourments, elle me réduira en charpie. Le vent nocturne de la montagne était glacial. Au milieu de la nuit, je me réveillai en sursaut sur la table, transi de froid. Je frottais mes bras engourdis, à la lueur faible de la lune, je regardais le grand lit à baldaquin. Orné de rideaux rouges. Elle dormait sur le côté, profondément, sa respiration régulière. Le voile rouge de mariée avait été rejeté on ne sait où. Son visage délicat, qui ne semblait pas de ce monde, luisait d'une pâleur séduisante sous la lune. J'avalai ma salive. À pas de loup, je m'approchai du lit. Il devait faire bien chaud sous les couvertures. Ma main resta suspendue en l'air. Hésitant à soulever d'abord le coin de la couverture pour me glisser dedans, j'ai réfléchi un instant. Il était encore en colère. Si je le réveillais, cette princesse capricieuse aurait ma peau. De plus, il était beau comme un démon. Si jamais je me glissais dedans, moi qui n'avais même jamais eu de petite amie, je ne savais même pas si je survivrais. Entre les mains de cette folle, de quoi serais-je capable pour assumer mes responsabilités envers elle? J'ai laissé échapper un soupir. Je n'osais toujours pas monter dans le lit. Je me suis assis par terre, le dos contre le bord du lit. C'est alors que j'ai réalisé que son corps émettait un flux constant de chaleur. Plus j'étais près de lui, plus je me sentais bien. Ainsi, sans m'en rendre compte, je me suis rendormi. Quand je me suis réveillé, le soleil éclairait déjà la pièce. Il était déjà midi le lendemain. Dans ma torpeur, j'ai senti une masse molle sur ma poitrine, accompagnée de ce parfum étrange et familier. J'ai ouvert les yeux brusquement et baissé la tête. Rongron,
je ne sais quand, était descendue du lit. Elle était recroquevillée comme un petit renard, collée contre ma poitrine. Elle dormait paisiblement. En voyant son visage endormi sans défense, mon cœur a tressailli violemment. Une image a soudain traversé mon esprit, il y a 6 ans, le petit renard blessé était comme ça. Chaque nuit, sagement couché sur mon ventre pour dormir. Je suis resté figé un moment. J'ai avalé ma salive péniblement, puis, pensant soudain au grand-père du village et aux autres, je me suis levé précipitamment. Ronron, réveillé par mon mouvement, frotta ses yeux et me dit d'un ton fâché. En l'entendant, une sueur froide coula. Avait-elle découvert que je l'avais mise en colère la nuit dernière? Puis, tremblant, je me suis dirigé vers le salon. Là, le salon était plein de gens. Après des présentations, j'ai appris qu'ils étaient tous oncles et tantes de Ronron. Ils semblaient tous contents de me voir, disant que Ronron était gâté et de mauvaise humeur. Et qu'il fallait que je sois indulgent. Ensuite vinrent les règles, premièrement, ne pas frapper ni gronder Ronron. Ne pas l'abandonner, deuxièmement, ne pas chercher d'autres femmes dehors, troisièmement, ne pas la mettre en colère volontairement. Il fallait prendre soin l'un de l'autre. Une fois tout le monde dispersé, ce fut mon dernier. Premièrement, ne pas frapper ni gronder Ronron, ne pas l'abandonner, deuxièmement, ne pas chercher d'autres femmes dehors. Troisièmement, ne pas la mettre en colère volontairement, prendre soin l'un de l'autre. Une fois tout le monde dispersé. La vieille dame me retint seule, but une gorgée de thé et dit d'un ton calme. Cette folle de la famille Liu est restée devant notre porte de montagne toute la nuit. Elle n'est partie qu'à l'aube. Tu devrais emmener Ronron redescendre voir si le chef de ton village est encore en vie. Alors préparez vos affaires et déménagez vite au chef-lieu. Ne retournez plus dans ce trou. Coupez les liens karmiques avec le monde mortel. En entendant ces paroles de la vieille dame, j'ai eu l'impression de m'accrocher à une paille. La folle n'était partie qu'à l'aube, ce qui signifiait que le village avait peut-être échappé au désastre. Après les adieux, un serviteur de la famille ou prit un raccourci pour apporter la dot de Ronron et moi à l'avance. Puis nous descendîmes ensemble la montagne. Tout le long du chemin, j'étais comme fou, obsédé par le sort du grand-père chef du village. Je marchais très vite, Ronron criait derrière moi « Attends-moi » et insistait pour que je la tienne par la main. Je n'avais pas du tout la tête à jouer avec elle, mon esprit n'aspirait qu'à rentrer au village au plus vite. Mais à ma grande surprise, après être descendu, une brume blanche s'éleva soudain de la forêt devant nous, et une silhouette noire appuyée sur une canne en sortit lentement. Mon cœur se serra. C'était la folle de la famille Liu. Pris de peur, je me retournai pour m'enfuir. Je me touche la tête, ne sachant quoi faire. Fantôme muet signifie que le fantôme n'a pas besoin de parler. Je le savais, tu ne m'abandonnerais pas. Tu ne peux pas être sérieux une minute? Notre ennemi est là. Je m'en fiche, elle n'oserait pas s'en prendre à nous. Je regardais la folle émergeant de la brume, je la frappais d'urgence, mais elle n'ouvrit même pas les yeux. Elle secouait mon bras sans cesse. La folle, voûtée, me fixait d'un regard féroce. Puis jeta un coup d'œil à Ronron, un sourire mauvais aux lèvres. Une belle fille maintenant? Pas mal d'habileté. Mais tu crois vraiment que parce que tu as épousé la famille où je n'ose plus te toucher? Ronron se retourna brusquement et me poussa violemment. Je sentis un éblouissement, un vent fétide m'assaillit. Je ne sais combien de temps passa. Je fus réveillé par un froid glacial. Je me débattis pour me lever, frottant ma tête ensommeillée. La seconde suivante, je sursautai. Ronron, qui était encore pleine de vie tout à l'heure, gisait maintenant dans les herbes non loin, immobile. Je me précipitai pour la relever. Le plus inquiétant chez Ronron était sa température. Je tapotai son visage, elle ouvrit lentement les yeux. Ses pupilles étaient déjà réduites à de fines fentes. Quelle chaleur, quelle brûlure. Inconsciemment, il se tortillait, ses mains agrippant désespérément mon col. Il se blottit contre moi comme un serpent. Sa joue brûlante frottait contre mon cou, sa respiration était haletante et brûlante. Je m'empressai de retenir sa main agitée. Il ouvrit la bouche pour me mordre le cou, comme s'il voulait aspirer mon énergie vitale. Je repoussai sa tête avec force et lui demandai ce qui se passait. La vieille femme avait été chassée. Mais moi, j'ai été mordu par le serpent du plaisir. Ronron sembla retrouver un peu de lucidité. Il se recroquevilla de douleur en serrant les dents. Le venin du serpent de plaisir. Je me rappelais les anciens du village qui en parlaient. Ceux qui sont empoisonnés perdent peu à peu la raison. Si le poison n'est pas évacué à temps, il meurt en 3 jours, les méridiens brisés. Mon cher, fuis vite. Quand j'aurai complètement perdu la raison, je ne sais pas ce que je te ferai. Je ne lui prêtais pas attention, je regardais autour de moi, le cœur plein de désespoir. Ici, pas de village ni d'auberge. Retourner chez Léo est trop loin. Rentrer au village? Le chef du village, dans cet état, ne peut absolument pas guérir ce poison démoniaque. Je me souvins que grand-père m'avait raconté. Père disait qu'il y avait dans la vieille rue du chef-lieu une boutique appelée « Massage des 9 voies ». Si on rencontrait un mal mythique incurable, il fallait y tenter sa chance. Même si ça ressemblait à un salon de massage douteux, pour l'instant, à part jouer le tout pour le tout, je n'avais pas le choix. Je regardais Ronron par terre. Son état était très anormal. Il semblait avoir très chaud et être agité, comme s'il avait de la fièvre. Je n'osais plus tarder. D'un geste, je le chargeai sur mon dos, tout brûlant qu'il était. Je le portais, marchant d'un pas lourd et hésitant hors du bois. Arrivé sur la route, j'arrêtai un bus. Il y avait pas mal de monde à bord. Je montai avec une belle femme à la tenue négligée sur le dos, attirant immédiatement les regards de tout le bus. La tête baissée,
je me forçai à aller m'asseoir dans un coin au dernier rang. Le véhicule démarra, les secousses étaient violentes. Ronron devenait de plus en plus agitée dans mes bras. Elle semblait souffrir, émettant des gémissements étouffés avec peine. Comme un petit chien blessé, ses mains bougeaient involontairement. Les passagers des premiers rangs se retournèrent. Ils me dévisagèrent d'un air étrange. J'entendis même leur chuchotement, les jeunes d'aujourd'hui. En public, aucun sens des convenances. J'étais gêné, le cuir chevelu tendu. Je ne pouvais que plaquer fermement Ronron contre moi. Ronron, je t'en supplie, ne bouge pas. Je suppliai à voix basse à son oreille. Elle ouvrit la bouche et me mordit la paume. Ses canines acérées percèrent la peau. Le sang coula dans sa bouche. Elle sembla au contraire y trouver son compte, avalant avec un bruit de gorge. L'éclat trouble dans ses yeux s'intensifia. Je la supportai, sans lâcher prise, sans oser crier. Heureusement, dès qu'elle eut commencé à sucer le sang, elle se calma. Ce trajet fut plus pénible que le charnier. Enfin, le bus entra dans le chef-lieu. Je descendis en courant, comme pour sauver ma vie, portant Ronron. C'était le centre-ville. Les rues étaient animées, pleines d'enfants qui rentraient de l'école, chacun avec son cartable. Moi, je portais une femme en robe de mariée, complètement déplacée. Je baissai la tête. Accélérant le pas, je me faufilai dans une ruelle sombre et m'arrêtai devant une façade délabrée. L'enseigne au néon était à moitié en panne. Il ne restait que, jutui, des 4 caractères, massage des 9 voies, clignotant encore. Sur la porte étaient collées toutes sortes de publicités pour le traitement de maladies étranges. Une pancarte, massage régulier, était accrochée à la porte vitrée, mais ça n'avait pas l'air d'un endroit sérieux. Je poussai la porte et entrai. Un homme d'âge moyen avec des lunettes de soleil était allongé sur un transat. Il faisait tourner 2 doigts dans sa main, à côté de lui un bâton de guidage pour aveugler un magazine. Massage régulier, 100, supplément pour prolongation, 50. Si tu veux du pas régulier. Sors et tourne à gauche. 50 pour sauver quelqu'un. Sans perdre de temps. Je déposai directement Ronron, déjà inconsciente, sur la table de massage. J'écartai le manteau qui l'enveloppait. Soigné. À ces mots, l'homme se leva brusquement. À ce moment, Ronron n'avait plus rien d'humain. Elle ouvrait la bouche et mordait l'air au hasard. Le visage de l'homme changea soudain. C'est le venin du serpent du plaisir. Comment as-tu pu t'attirer une telle entité malfaisante? Il s'approcha du lit, posa la main sur le poignet de Ronron. Les sourcils froncés. Le poison a pénétré la moelle. Il va bientôt se transformer complètement en bête. Gamin, je te conseille de le jeter dehors rapidement. D'ici une demi-heure. Il deviendra un renard sauvage et fuira dans les montagnes. Tu pourras sauver ta vie. Si tu ne pars pas. Cette nuit, il te sucera jusqu'à ce que tu deviennes une momie. Je regardais Ronron qui se débattait dans la douleur. Il appelait encore inconsciemment, mon mari. Le cœur serré, je sortis le livret d'épargne de ma poche et le lui frappai lourdement dans la main. Voici 30 000, est-ce suffisant? Sinon, j'en ai encore. L'homme regarda le livret, puis me regarda. L'argent suffisait. Mais je ne peux pas guérir ça. C'est le venin obscur de la famille Liu. Aiguille d'or, décoction. Rien n'y fait. Seul celui qui a noué le ne peut le dénouer. Le seul remède. C'est ton impuissance. Moi, je regardais le maître, perplexe. L'homme montra Ronron du doigt. Pas toi, c'est lui, dans son subconscient, qui obéira. Mais réfléchis bien, tu dois supporter sa folie. Au moindre écart. Ton souffle vital sera aspiré, et tu deviendras une momie. Je restai figé. Voyant Ronron souffrir, je serrai les dents et hochai la tête. L'homme se retourna, sortit de sous le comptoir. Un paquet de tissu rouge qu'il fourra dans mes bras. Emmène-le maintenant. Trouve un endroit calme, allume ces 2 bougies, elles pourront dissiper le poison. Mais souviens-toi, avant que les bougies ne soient consumées, le poison doit être purgé. Sinon, vous subirez tous les 2 un contre-coup. Sur ce, l'homme sortit une autre bouteille. Le risque est grand. Dès que la désintoxication commence, cela attire des phénomènes célestes. Tous les démons et monstres dans un rayon de 10 lits le sentiront, surtout le serpent qui l'a empoisonné. Il viendra forcément te trouver. Cette bouteille de vin de Realgar ne pourra le retenir qu'un moment. Je regardai ce que j'avais dans les bras, puis Ronron, souffrant sur le lit, et serrai le poing. Je remerciai l'homme, puis, chargeant Ronron sur mon dos, je quittai la boutique. Sans perdre une seconde, je courus avec Ronron sur le dos jusqu'à une petite auberge voisine. Je pris la chambre la plus au fond, avec un grand lit. Dès que j'entrai, je déposai Ronron sur le lit. À ce moment, son visage était extrêmement douloureux. Je n'osais pas tarder, suivant les instructions du vieil homme. Je commençai par verser la bouteille de vin de Realgar le long des interstices de la porte et des fenêtres. Ensuite, je sortis les 2 bougies de mariage au dragon et au phénix, les allumai et les posai au chevet du lit. La flamme vacillait, projetant une lueur tamisée sur Ronron, adoucissant un peu son visage de souffrance. En voyant ces bougies, je ressentis un mélange d'émotions. Le mariage inachevé d'hier soir? Je n'aurais jamais pensé le célébrer sur cette route de fuite. Tendu, je me penchai vers Ronron. Contemplant son visage magnifique, je restai figé. Je voulais essuyer sa sueur. Quand soudain, l'instant d'après, Ronron ouvrit les yeux. Ses yeux brillaient d'une lueur rouge intense. Il m'attrapa soudainement, me renversa sur le lit et planta ses dents dans mon cou. Dehors, dans le ciel nocturne, un coup de tonnerre éclata soudain, un vent violent se leva, battant les vitres qui claquèrent avec fracas. Ronron semblait au bord de la métamorphose animale.
Ses mouvements étaient sauvages et violents. Plusieurs fois, il essaya de me mordre, mais s'arrêta brusquement. Comme s'il utilisait ses dernières forces, sa dernière once de raison pour retenir sa bestialité. Instinctivement, je voulus résister, mais je craignais d'échouer à dissiper le poison et de le faire basculer définitivement. Soudain, une brume blanche familière envahit la pièce, puis les bougies s'éteignirent. Des coups frappés à la porte retentirent, dong dong dong. Une voix persistante et maléfique. Rongron sembla, dans son propre corps. C'est la folle. Elle a été attirée comme prévu. Rongron sembla reprendre un peu conscience. Stimulé par le bruit extérieur, il voulut se précipiter pour en découdre. Je le serrai vite dans mes bras. Le retournai et le maintins sous moi. Ne bouge pas. La seconde d'après. La serrure fut brisée par une force immense. La folle se tenait sur le seuil, derrière elle s'enroulait d'innombrables serpents venimeux sifflant. Ses yeux troubles fixaient intensément moi, allongé sur le lit. Regardant ma femme se débattant sous moi, et les 2 bougies de mariage éteintes prématurément. Une férocité inédite monta en moi. J'attrapai la demi-bouteille de vin de Realgar au chevet. Et la lançai violemment sur la folle. La bouteille se brisa, aspergeant la folle de vin. Elle poussa un cri strident. Les serpents, comme brûlés, se tordirent frénétiquement. Mais elle était déjà assez folle pour ignorer ses blessures. Elle fonça droit sur moi, levant sa canne pour m'écraser le crâne. À cet instant critique, bang. Rongron s'était levé, je ne sais comment. Derrière lui apparut une silhouette de renard, auréolée d'énergie immortelle. Un cri perçant de renard résonna. Ébranlant toute la pièce, toutes les vitres volèrent en éclats. La silhouette de renard derrière Rongron enfla soudainement, chargée d'une pression écrasante, et fonça sur la folle. La sorcière du vent, le visage décomposé, n'eut pas le temps de reculer avant d'être violemment projetée par l'ombre du renard. Son cri de douleur fut noyé par le bruit de la pluie et du vent dehors, tandis que la porte se referma lourdement sous l'effet d'une force invisible. Le calme revint dans la chambre, et l'aura immortelle de Rongron se dissipa. L'aura immortelle de Rongron se dissipa, comme si elle avait épuisé toutes ses forces, elle s'effondra mollement sur le lit. La lueur rouge dans ses yeux s'évanouit, remplacée par un trouble semblable à l'eau printanière. « Épouse » murmura-t-elle. Elle appela doucement, d'une voix si faible qu'elle serrait le cœur. Il était clair que le poison n'était pas encore complètement éliminé. Mais il restait moins de la moitié du venin de serpent. Je regardais ce visage d'une beauté absolue et n'hésitais plus. J'étendis la main pour éteindre la lampe de chevet. Quand je me réveillai, c'était déjà le matin du 3e jour. Le soleil filtrait à travers les rideaux sur le lit. Je bougeais mon bras endolori et constatai que mes bras étaient vides. Le cœur serré, je me redressai. Réveillé, Rongron était assise sur une chaise près de la fenêtre. Elle tenait le vieux livre dans ses mains et me regardait, la tête inclinée. Elle avait changé pour des vêtements modernes simples. Avec une queue de cheval haute, elle ressemblait à une fille ordinaire du voisinage, sans aucune trace de son aura démoniaque. « Ton poison, il est éliminé ?» Elle sauta joyeusement. Elle m'embrassa bruyamment sur la joue. Et un malheur a tourné en chance. Ma force immortelle a beaucoup progressé. Je soupirai de soulagement, lui pris la main et lui demandai où était Wu Feng. Il a été repoussé par ma force immortelle hier, il doit être retourné se soigner. Ne t'inquiète pas. Quand je rentrerai, j'irai me plaindre à grand-mère et régler leur compte à la famille Liu. En entendant cela, mon cœur, qui était suspendu, retomba enfin. Je l'attirai contre moi, la pierre dans mon cœur. Mon cœur, qui était suspendu, retomba enfin. Je la serrai fort contre moi. Cette chair réelle me convainquit enfin que nous avions survécu. Sur le chemin, Wu Feng m'avait indiqué plusieurs sentiers, disant qu'ils pouvaient tous mener à mon école. Et prendre la voiture oblige à faire un détour par la route nationale, relativement. C'est plus long. À pied, c'est environ 40 minutes. Dans quelques jours, quand je sortirai de l'école, je passerai par là. Pour aller travailler à Jubei-Champ, environ 2 heures, je rentre avant la nuit. J'étais encore un peu inquiet, et je demandais, donc, je vais à Jubei-Champ tous les jours. Étudier 2 heures, et en rentrant à la maison, il fera presque nuit. Qu'en est-il de Rongron? Le problème, c'est qu'elle ne pourra pas bouger pendant 10 jours, et elle risque d'être attaquée par des ennemis. De plus, si je ne suis pas là, elle ne peut pas rester le ventre vide en attendant. Wu Feng me tapota l'épaule. Regarda Rongron qui dormait à côté et dit, ses blessures guériront en 1 mois. Pendant ce mois, la fille de maître Judao viendra chez toi après l'école pour préparer les repas de ta femme d'abord. Pendant ce temps, tu n'as qu'à t'occuper d'elle. Et si un ennemi la découvre? Demandai-je à nouveau. Ne t'inquiète pas, cette maison n'est pas facile à trouver pour les gens ordinaires, et même s'ils la trouvent, ils ne pourront pas entrer. Demain, je dois quitter le comté pour un moment. Je reviendrai le mois prochain pour trouver le vrai responsable de ce qui lui est arrivé. À ce moment-là, ta femme pourra aussi te protéger. En disant cela, son visage s'assombrit soudain, comme si elle pensait à quelque chose. Je ne la dérangeai plus tout au long du chemin. Quant au venin de serpent de la 5e sœur sur moi, je ne pus jamais aborder le sujet. Peut-être que Wu Feng partait. Pour cette affaire, une certaine lourdeur dans mon cœur. Le chemin se fit en silence. Quand nous arrivâmes à la villa, il était déjà midi. Rongron ne s'était toujours pas réveillé. Apparemment, les compétences médicales de maître Judao étaient plutôt efficaces. Je portai Rongron et entrai dans la maison avec Wu Feng. La décoration était très belle. Carrelage, papier peint, lustre décoratif. Les appareils électroménagers étaient aussi complets.
Depuis mon enfance, je n'étais jamais allé dans un endroit aussi imposant. Wu Feng me conduisit au deuxième étage, me montra une chambre et me dit d'y porter Ourongron pour qu'elle se repose. À l'origine, Ourongron voulait s'accrocher à moi pour que je veille sur elle pendant qu'elle dormait. Mais Wu Feng entra justement de l'extérieur. Elle se glissa gênée sous la couverture et me pinça fort. N'osant pas sortir, Wu Feng sourit légèrement et me demanda de sortir avec lui un moment. Il voulait m'expliquer la disposition des lieux. Je fis le tour de la maison avec lui. Au deuxième étage, il y avait environ 4 chambres. À part les retours occasionnels de Wu Feng, elle restait inoccupée toute l'année. En bas, une cuisine et un salon. Il m'expliqua un par comment utiliser les appareils de cuisine, etc. Après m'avoir tout présenté, il me demanda d'aller acheter des provisions et de cuisiner, ainsi que de m'occuper de Ourongron à l'étage. Soudain, il m'a appelé, profitant de sa peur d'être seul, pour me demander de monter. Je savais qu'il faisait semblant, son vrai but était de m'empêcher de fuir. Je n'avais pas l'intention de m'occuper de lui. Mais Wu Feng me dit, il est de la famille Wu. J'ai oublié de te le dire. En réalité, son âge actuel est de plusieurs années inférieur au nôtre. Il est blessé et a besoin de réconfort. Monte le voir gentiment. Je soufflai sur une mèche de cheveux. J'aurais vraiment voulu monter et mettre du ruban adhésif sur la bouche de Ourongron. Faire en sorte que Wu Feng, en tant qu'aîné, me prépare à manger, c'était très impoli. Mais je n'avais pas le choix. Je dus monter du bureau en courant, donner un coup de pied dans la porte. Pousser la porte et dire à Ourongron, grande princesse. Tu ne peux pas te calmer? Je devais parler gentiment, sinon j'avais peur qu'ensuite il pleure et aille se plaindre à sa mère. De ça, je n'avais pas peur. Je craignais surtout que Wu Feng revienne et dise que je l'avais encore maltraité. Il ricana et dit. Je n'ai pas le droit d'avoir peur? Bon, d'accord, tu es la patronne. Je soupirai, résigné, m'approchai du lit et m'assis. Le numéro de téléphone était à l'intérieur. Appelle-moi s'il y a un problème. Pendant les cours, n'oublie pas de m'appeler à la récréation. Pour la situation de ta femme, dit Wu Feng en désignant l'extérieur. Il me fit signe d'aller apprendre à Ourongron à utiliser le téléphone. Ourongron, ravi de cette curiosité, était aux anges. Il s'accrochait à moi. Une fois que je lui eus appris les bases, il me laissa complètement de côté. Il ne s'intéressait qu'au téléphone, ne faisait plus attention à moi. Je ne lui en tins pas rigueur. Je regardais vers la cuisine, perplexe. Pourquoi Wu Feng n'était-il pas encore sorti depuis si longtemps? N'y tenant plus, je me dirigeai vers la cuisine et jetai un coup d'œil à l'intérieur. Wu Feng avait disparu. La cuisine était vide. Surpris, je fis le tour de la pièce. Je ne vis pas trace de Wu Feng, mais sur le comptoir, je trouvai un mot. En le sortant, je compris. C'était écrit par Wu Feng, il disait qu'il partait, pour ces 2 derniers jours. Je risque d'avoir un petit problème, à ce moment-là, il suffira de demander de l'aide à Maître Judao, ne l'appelle pas à tout bout de champ. Il pourrait profiter du moment où nous jouons, absorbé, pour ne pas nous déranger. Nous sommes partis sans faire de bruit, et soudain j'ai ressenti une tristesse indescriptible dans mon cœur. Cependant, je n'y ai pas trop pensé, j'ai rangé le mot et suis sorti de la cuisine, voyant Ourongron encore en train de jouer avec son téléphone. Alors je me suis assis à côté et nous avons joué, il était content et n'a pas fait sa princesse capricieuse. À part le bruit de la télévision, c'était très calme, il devait être environ 9 heures du soir. Ourongron semblait un peu fatigué, il s'est appuyé sur mon épaule et s'est endormi doucement. J'allais lui dire d'aller se laver et se coucher, mais tout à coup je me suis rappelé qu'il ne pouvait pas bouger, et j'ai immédiatement abandonné l'idée. Je me suis dit que demain, quand la fille de Maître Judao viendra, je demanderai. S'il veut bien aider, de toute façon je n'ose pas, j'ai apporté de l'eau pour lui laver les pieds et le visage. Mes gestes étaient très lents, je ne l'ai pas réveillé du tout, et j'étais plutôt satisfait dans mon cœur. Si à l'avenir il était toujours aussi facile à gérer, ce serait bien, mais je ne m'attendais pas à ce que mes pensées changent aussi vite. À peine je l'avais porté dans la chambre, que je n'osais plus le laisser aller, mes pensées changeaient au fur et à mesure. À peine je l'avais porté dans la chambre, je lui avais remonté la couverture, et je me préparais à sortir. Alors que j'allais me laver et dormir, il a soudain ouvert ses grands yeux, s'est mordu les lèvres et m'a souri plusieurs fois. Il a tendu la main et m'a attrapé sans lâcher, j'étais tellement en colère que j'ai fermé les yeux, sûr qu'il allait encore me demander de veiller jusqu'à ce qu'il s'endorme. Il ne me lâcherait qu'à ce moment-là, mais maintenant Wu Feng n'est pas là, il n'y a que nous deux. Est-ce que je dois céder? Alors qu'il s'appuyait sur moi avec un sourire mélancolique. J'ai brusquement tapé sa main, je me suis levé et couru hors de la pièce, sans aucune pitié pour lui. Toi, reviens. Je vais rentrer à la maison et te dénoncer à la reine-mère, espèce de salaud. Cette fois, à l'intérieur, c'était la pagaille, il pleurait et insultait. Non seulement il disait qu'il allait me dénoncer à Wu Feng et à sa mère, mais il criait aussi qu'après être guéri. Comment il allait s'occuper de moi, je m'en fichais, qu'il crie tant qu'il veut. De toute façon, Wu Feng et ta mère ne peuvent pas entendre, tant qu'il ne peut pas bouger. Il est temps de changer son habitude de coller tous les jours, sinon plus tard, à l'entrée de l'école. Il s'accroche à moi, que faire si le professeur nous voit? Je dois encore m'inscrire demain. Je n'avais pas le temps de le consoler non plus. Après m'être lavé, je me suis allongé dans la chambre en face de lui. Je dormais, mais lui, de l'autre côté, n'arrêtait pas de pleurer. Il a dû pleurer pendant une demi-heure. Je ne lui ai prêté aucune attention. Mais voilà que soudain, sa voix est devenue douce.
Il m'a appelé, Marie, j'ai eu tort. J'ai trop peur de dormir tout seul. Je promets de ne plus faire de caprices à l'avenir. Quand je serai guéri, je ne te tordrai plus les oreilles. Je ne te ferai plus mettre à genoux dans la rue. En entendant cela, j'ai eu la chair de poule. Est-ce qu'il me faisait peur exprès? Ou est-ce qu'il l'avait dit sans réfléchir? Sa voix ne semblait pas plaisanter. Je me suis enfoui sous la couverture. Je n'ai pas osé écouter plus longtemps, et je me suis vite endormi. Je ne sais pas si Ufeng continuait à pleurer après. Le lendemain matin, de bonne heure. Je l'ai entendu m'appeler. À ce moment-là, par la fenêtre entrait déjà un rayon de soleil bien chaud. D'après son rythme habituel, je suppose qu'il était réveillé depuis au moins une demi-heure. Je me suis dépêché de m'habiller, je suis allé dans sa chambre, et je l'ai vu en larmes, le visage ruisselant. Quand il m'a vu, ce fut encore pire, il pleurait à chaudes larmes. Bon, d'accord. Arrête de pleurer, je suis là, non. Je me suis approché de lui. J'ai essuyé les larmes sur son visage. Il avait l'air un peu pitoyable, et mon cœur s'est immédiatement ramolli. Il me regarda d'un air boudeur, fit la moue et dit « Je veux aller aux toilettes ». Quoi? Oui. Dès qu'il m'a dit ça, j'ai soudain senti une chaleur étrange sur mon visage, un peu gêné, je lui ai demandé. « Alors je t'accompagne aux toilettes ?» Si tu ne veux pas, tant pis. Sinon, j'irai me plaindre à ma mère. Il avait mauvaise mine. Le regard vide, on aurait dit qu'il venait de se réveiller, encore tout ensommeillé. Je ne pouvais pas l'ignorer non plus. De toute façon, il n'avait rien aux mains. Je l'ai porté jusqu'aux toilettes. Puis je suis reparti. Chose étrange, son attitude avait beaucoup changé. Il n'était plus aussi difficile avec moi que la veille. Quand il m'a appelé, je suis entré dans la salle de bain pour lui coiffer les cheveux et lui laver le visage. Après tout cela, il est déjà 8 heures passées du matin. Je devais encore m'inscrire à l'école, alors je l'ai laissé regarder la télévision dans le salon. Je suis allé dans la cuisine préparer le petit déjeuner. Plus je m'éloignais de lui, plus je trouvais le calme. Mais je sentais qu'il y avait quelque chose d'anormal à ce qu'il ne s'accroche pas à moi. Et effectivement, c'était anormal. Quand j'ai eu fini le petit déjeuner, il a refusé catégoriquement de manger. Il faisait la moue sans daigner me répondre, l'air très vexé. C'est à ce moment-là que j'ai compris. Il m'en voulait encore pour la nuit dernière. Tu ne veux pas manger? Alors je m'en vais. Sur ces mots, je me suis levé et j'ai marché vers la porte. Espèce de salaud. Reviens ici. Il a attrapé un coussin sur le canapé et me l'a lancé. Il visait plutôt bien. Il m'a frappé en plein sur la tête. Je vais m'inscrire à l'école, mange tout seul. Après avoir mangé, regarde la télé à la maison. Appelle-moi s'il y a un problème. Dis-je d'un ton sérieux. Non, je veux que tu me donnes à manger, fit-il en faisant la moue. Apparemment, il était bien décidé à ce que je le nourrisse, sinon il ne mangerait pas. Je me rappelais les recommandations de Ufeng. Poussai un soupir en silence, revins vers lui, prit le bol et le nourris. C'était de la bouillie. Je lui donnai cuillère après cuillère, tout en réprimant l'envie de le pincer. Quand j'ai commencé à le nourrir, il s'est soudain réjoui. Lui qui faisait semblant d'être en colère, le visage fermé. Il me fixait des yeux. Mais il n'a pas pu s'en empêcher, il a mis sa main devant sa bouche. Et a éclaté de rire. Je me suis dit qu'en riant, il était plutôt mignon, mais qu'il avait mauvais caractère. Pourtant, je savais que l'instant d'après, il risquait de se fâcher de nouveau. Heureusement, il avait tout le bol de bouillie. Sans faire d'histoire, j'ai rangé la vaisselle, me suis dirigé vers la porte et lui ai dit. Reste à la maison, ne bouge pas, appelle-moi s'il y a un problème, compris? D'accord, mais reviens vite, dit-il en serrant son coussin. Voilà qui est mieux. J'ai poussé un soupir de soulagement. En sortant, j'ai fermé la porte à clé, comme me l'avait recommandé Ufeng la veille. Pendant ces quelques jours où Ufeng ne pouvait pas bouger, je devais être prudent en tout. Le soleil était très chaud. Je me suis dirigé tranquillement vers l'arrêt de bus, j'ai pris le bus, et je suis arrivé dans la rue devant l'école. À ce moment-là, je voyais déjà beaucoup d'élèves aller et venir autour de l'école, je ne m'attendais pas à entrer dans l'école. Je rencontrai alors la fille de maître Judao, vêtue de la même robe d'hier, son apparence toujours aussi élégante. Mais dans la foule, elle se démarquait vraiment, dès qu'elle me vit, elle courut vers moi. Elle me tendit un sac et dit à la hâte, ce qu'il y a dedans, ce sont des aiguilles. Tiens-le pour moi, je vais aux toilettes. Je hochai la tête. Je pris le sac, un peu stupéfait. La salle de classe n'était pas encore ouverte, alors je m'assis sur le parterre de fleurs pour l'attendre. Regardant les étudiants qui allaient et venaient, ce sentiment de retour après les longues vacances était vraiment agréable. C'était torride. Avant, j'aurais secrètement admiré les filles en robe légère, bras et jambes nus, mais maintenant, en comparaison avec Ronron. Elle me semblait un peu terne. Après un moment d'ennui, la fille de maître Judao revint enfin. Elle prit le sac et me dit en me regardant, « Attends-moi à la porte de l'école après l'inscription. Je vais chez toi pour poser des aiguilles à ta petite renarde. » Je hochai la tête et dis merci, puis elle repartit. Mais après 2 pas, elle se retourna et me dit, « Au fait, je ne peux pas toujours t'appeler. Je m'appelle Fang Xiaoyu, appelle-moi Xiaoyu. Je connais ton nom. Bye. C'est plutôt joli comme nom. » Je la regardai partir. Le soleil n'avait pas encore trop chauffé que la porte de notre classe s'ouvrit. C'était le professeur principal, qui criait le numéro de notre classe à l'entrée, demandant à tout le monde d'entrer rapidement.
Un groupe de visages familiers se précipita dans la salle. J'attendis qu'ils soient tous entrés. Puis j'entrai lentement, m'assis comme d'habitude dans le coin du dernier rang. Le professeur principal, une fois tout le monde présent, ne parla pas d'abord de l'inscription, mais nous donna, très choqué, un avertissement concernant un problème de sécurité. Ce qu'il raconta me donna la chair de poule sur tout le dos. Notre camarade Lily était venue jouer à l'école la semaine dernière, et avait été tuée par quelqu'un d'inconnu, son corps jeté dans le dortoir des filles. Ce n'est qu'aujourd'hui que la concierge de l'école avait découvert le corps. Après enquête par vidéosurveillance, il était confirmé qu'il était mort la semaine dernière. Il nous demanda à tous d'en tirer une leçon, et dit que récemment, plusieurs affaires de corps sans tête étaient survenues autour de l'école. Il y avait peut-être des rôdeurs suspects dans les parages, et il nous ordonna de ne pas sortir seul le soir. J'ai failli tomber par terre. Lily n'était-il pas en pleine forme avant-hier? Il m'avait parlé à l'hôtel. Comment aurait-il pu mourir la semaine dernière? Chapitre 21. Écrire sur la fenêtre. Je n'en croyais même pas mes oreilles. Au milieu des discussions de la classe, le cœur plein d'angoisse, je repensais à ce qui s'était passé à l'hôtel. Soudain, je pensais au point le plus suspect, Lily m'avait clairement suivi dans la chambre, mais quand je me retournai, il avait disparu. Ajoutez à cela le comportement anormal du chauffeur, je sentis un frisson glacé me parcourir. Puis le professeur principal ajouta, nous sommes camarades depuis près de 3 ans. Demain, Lily sera enterrée. Si vous avez de la considération, vous pouvez aller lui rendre visite cet après-midi. Cette parole me fit l'effet d'une révélation. Une idée me vint. Dans la confusion, j'attendis la fin de l'inscription, puis je me levai et courus hors de la classe. Le délégué me rattrapa et me demanda. Est-ce que tu vas chez Lily? Je dis oui, mais j'irai seul cet après-midi. Sur ces mots, je courus jusqu'à la porte de l'école, sortis mon portable et appelai Ouron. Si tout allait bien, je rentrerai plus tard. Mais à peine la communication établie, Ouron grandit, angoissé. Marie, reviens vite. Il y a une fille qui est collée à la fenêtre de la maison et qui appelle ton nom. Je lui ai répondu, mais elle ne m'a pas écouté. Je fronçai les sourcils et lui demandai à quoi ressemblait cette fille. Dépêche-toi, tu verras en rentrant. Ah. Ouron poussa soudain un cri, le téléphone se coupa mystérieusement. Sans dire un mot, je me préparais à courir chez moi, mais après quelques pas, quelqu'un m'appela par derrière. Je me retournai et vis que c'était Fang Xiaoyu, désolé. Le professeur principal a trop parlé, je t'ai fait attendre. Il tenait son sac et courut vers moi. Je me rappelai alors qu'il devait venir chez moi pour faire de l'acupuncture à Ouron. Je dis rapidement. Il y a un problème à la maison, pas le temps d'expliquer, suis-moi. Je l'emmenai en courant vers l'arrêt de bus. Il vit que j'étais très pressé. Il me demanda si quelque chose de grave était arrivé. Après réflexion, je lui racontai tout. Je lui demandai si ce pouvait être un fantôme. Un fantôme en plein jour? C'est sans doute une farce de quelqu'un. Mais étrangement, cela me semblait suspect. Il dit d'un air gêné, bien qu'il parlât ainsi, je n'étais toujours pas rassuré. Une fois monté dans la voiture, j'appelai à nouveau Ouron, mais après plusieurs tentatives, personne ne répondit. Cette fois, je fus pris de panique. Si l'ennemi venait chez lui, il était incapable de bouger, ce qui était certainement dangereux. Pris par l'urgence, je ne dis rien à Fang Xiaoyu, qui resta cependant calme et ne sembla pas s'en offusquer. En une dizaine de minutes, nous arrivâmes devant la porte de la maison. Je ne vis personne à la fenêtre. Mais je remarquai une ligne de caractères écrits avec du sang. Il y était écrit, je suis Lily. Tu ferais mieux de ne pas venir chez moi. Lily? N'était-ce pas ce camarade de classe assassiné la semaine dernière? Fang Xiaoyu me demanda en fronçant les sourcils. Je sentis un frisson dans mon dos et hochai vivement la tête. Puis je sortis les clés pour ouvrir la porte, très inquiet pour Ouron. Mais en entrant, je vis Ouron allongé sur le canapé, tenant un oreiller en me regardant d'un air penaud. Son téléphone avait disparu. Tu vas bien? Je poussai un soupir de soulagement et m'empressai de lui demander. Il montra sous le canapé du doigt et dit, le front plissé, ça va. Mon téléphone est tombé là-dessous. Tout ça à cause de cette fille qui n'arrêtait pas de t'appeler dehors. C'était donc ça. J'ai eu tellement peur. Je ne pus m'empêcher d'essuyer une sueur froide. Je fis vite asseoir Fang Xiaoyu, puis je retrouvai le téléphone de Ouron sous le canapé. Ouron avait peur de Fang Xiaoyu, sachant probablement qu'il allait lui faire une piqûre. Il se cacha derrière l'oreiller. Son air penaud se changea en crainte. Voyant qu'il n'avait pas l'air trop effrayé, je lui demandai. À quoi ressemblait cette fille tout à l'heure? Je n'ai pas vu, j'ai juste entendu une voix de fille qui appelait ton nom. Puis j'ai vu du sang sur la fenêtre, dit-il à voix basse. Je regardai par la fenêtre depuis ma position. Oubliant que les rideaux étaient encore tirés. Il n'y avait qu'une petite fente pour voir la vitre extérieure. Alors elle appelait mon nom? Demandai-je de nouveau. Il jeta un regard pitoyable à Fang Xiaoyu. Et hocha la tête en ma direction. À cet instant, le sac que tenait Fang Xiaoyu devint un objet de terreur pour Ouron. Il n'osait même plus parler. C'est peut-être une farce de quelqu'un. Il est impossible qu'il y ait un fantôme en plein jour. Dit Fang Xiaoyu, voyant mon affolement. Je sais qu'il connaît sûrement quelques arts taoïstes. Mais je restais inquiet. Je lui racontai ce que nous avions vu au motel. Concernant Lily. Après avoir écouté mon récit, Fang Xiaoyu resta pensif, les joues appuyées sur ses mains. Longtemps sans mot dire, je commençais à m'impatienter. Heureusement que Ouron n'était pas un homme ordinaire, sinon il aurait été terrifié.
Voyant que Feng Xiaoyu n'arrivait à rien de concluant, je courus jusqu'à la porte pour examiner ses caractères. Ils étaient presque secs. Un spectacle assez effrayant. Je me précipitai rentrer pour prendre un torchon imbibé d'eau et les effacer complètement. En rentrant, Feng Xiaoyu sembla se souvenir de quelque chose et me dit. Il est peut-être mort d'une façon atroce. Son fantôme autour de l'école. S'il croise une connaissance, il ne la laissera pas s'en tirer. Tu veux dire qu'il s'en prend à moi? Fis-je, surpris. Pas forcément. Les fantômes n'osent pas se montrer en plein jour. C'est peut-être quelqu'un qui cherche à t'effrayer volontairement, dit-il en s'approchant de Hourongron. Pour lui prendre le pouls, sans paraître le moins du monde étonné. Je fus un peu surpris. Je restai figé un moment, puis nettoyai le torchon. Qu'il s'agisse de Lily ou non. Je dois aller chez lui aujourd'hui pour voir. Vivant, il faut le voir, mort, il faut voir son corps. Après m'être préparé un moment. Je préparai le dîner avec appréhension. Il était encore tôt. Je me dis qu'il faudrait que je demande à Feng Xiaoyu s'il veut bien m'aider à garder Hourongron. Feng Xiaoyu avait bavardé un moment avec Hourongron. Puis entra et noua un tablier. Soudain, mon cuir chevelu se hérissa. Pris de panique, je me roulai par terre et courus vers la porte. Une fois la porte fermée, je dévalai directement les escaliers. Arrivé en bas, le vieux mendiant avait disparu. Hourongron et Feng Xiaoyu me regardèrent, interloqués. Feng Xiaoyu me demanda. As-tu vu un serpent? Je haletai bruyamment et secouai la tête en signe de non. Puis je pris la lampe torche sur le meuble TV et remontai à l'étage. Fais attention. Je crains que ce soit quelqu'un de la famille Liu, cria Hourongron, voyant mon air. D'une voix inquiète. Je ne répondis pas et courus, affolé, dans la chambre. J'allume directement la lampe torche et je l'oriente sous le lit. Cette fois-ci, je vois effectivement quelque chose, mais ce n'est pas un visage humain, c'est une poupée en tissu. Qu'est-ce que c'est que ça? D'abord, je n'y prête pas attention, je fouille l'armoire et les autres coins. Minutieusement, mais je ne vois finalement aucun serpent. Je me mets à quatre pattes. Ramasse la poupée en tissu pour l'examiner, et elle me fait même peur, elle est en toile de jute. Très grossière, avec un visage d'un blanc livide, quelques cheveux clairsemés sur la tête. Des yeux particulièrement gros, qui paraissent presque réels. Le plus important, c'est qu'elle est percée de plusieurs aiguilles en argent. Je sens tout de suite que quelque chose ne va pas. Je pense à ces poupées vaudou que je voyais à la télé, celles qu'on utilise pour jeter des sorts. Wang Body prend la poupée, court en bas et l'attend à Feng Xiaoyu. Essoufflé, regarde si cette chose est normale. Dès que Feng Xiaoyu voit la poupée, son visage pâle change d'expression. Il me regarde et dit. Va chercher des ciseaux, je vais t'aider à voir. J'ai le cœur glacé de peur. Je ne sais même pas où sont les ciseaux. Heureusement, Hourongron dit, dans mon sac. Dans la deuxième pochette, il y a des ciseaux. Va les prendre. Je monte à l'étage en courant. Fouille le sac de Hourongron, attrape les ciseaux. Alors que je m'apprête à partir, je touche soudain une chose molle. Par curiosité. Je la sors pour jeter un coup d'œil. C'est une bande de tissu jaune avec des caractères noirs écrits dessus. Il est écrit, Hourongron, si je ne peux pas t'avoir. Personne d'autre ne pourra vivre en paix avec toi. Moi, le grand-fils de la famille Wang, je ne suis pas aussi simple que tu le crois. En lisant cela, je reste figé. La famille Wang n'est-elle pas l'une des 5 grandes familles immortelles? L'auteur de cette lettre est forcément un prétendant de Hourongron. Je me perds dans mes pensées. Quand Feng Xiaoyu, en bas, me demande soudain à voix haute, tu as trouvé. Je lui poserai la question ce soir, à Hourongron. Je reprends mon souffle, remets la bande de tissu dans le sac discrètement. L'esprit troublé, je descends en courant et tends les ciseaux à Feng Xiaoyu. Il prend les ciseaux, retire les aiguilles en argent de la poupée, puis commence à couper autour des bords. Pendant ce temps, je jette quelques regards vers Hourongron. Elle a l'air soucieux, les yeux clignotants, nous regardant sans paraître anormal. Je n'y pense pas trop, me disant que l'auteur de la lettre n'est probablement qu'un simple prétendant de Hourongron. Même s'il est de la famille Wang, il n'oserait pas s'attaquer à toute la famille ou pour elle. À cette pensée, je me reprends un peu et observe attentivement Feng Xiaoyu. Il fait une incision dans la poupée. Puis en sort un billet jaune. Il l'ouvre, le regarde et me demande. Est-ce ton année, mois, jour et heure de naissance? Je prends le billet, regarde la ligne d'anniversaire écrite en majuscule. Je l'examine attentivement, si ce n'est pas le mien, c'est quoi? C'est bien ma date de naissance. Perdu, je hoche la tête vers Feng Xiaoyu et lui demande, oui, c'est la mienne. Qu'est-ce que ça signifie? Feng Xiaoyu fronce les sourcils, perplexe, et dit, ce genre de poupée s'appelle fantôme muet. C'est un type de malédiction fantomatique. À l'intérieur, il y a ta date de naissance, ce qui prouve que quelqu'un veut te nuire. Fantôme muet, je ne connais pas le sens de ces 3 mots, mais mon corps frémit malgré moi. Se grattant la tête, ne sachant que faire. Le sens de « le fantôme ne parle pas », c'est que le fantôme n'a pas besoin de parler. Pour causer la mort, il ne peut que tuer. La poupée est placée sous le lit de la victime. En moins de 3 jours, elle se multiplie. Alors, la poupée se transforme en spectre. Et te hante sans cesse jusqu'à ce que tu meurs. Feng Xiaoyu dit cela avec panique. Puis il déchire rapidement la poupée en morceaux. Je pense soudain à la famille Liu, mais je me dis que s'ils veulent me tuer, ils n'auraient sûrement pas besoin d'une méthode pareille. Alors, qui veut ma mort? Je vais et viens dans la pièce, téléphone en main. Prêt à appeler Wu Feng, mais je n'ose pas.
Un moment, nous restons silencieux. Ah, et si c'était le fils de cette femme folle? Si c'était le fils de cette femme folle? Ourongron me demande soudain. Elle parle de Liu Hong. Je secoue la tête. Liu Hong, au mieux, fait faire des corvées aux autres à l'école, il ne peut pas utiliser la sorcellerie. Même si son père, Liu Duangon, est un taoïste. Il n'a jamais appris ça. Fang Xiaoyu me dit de bien réfléchir, cette fois, on l'a découvert. Mais la prochaine fois, on n'aura peut-être pas cette chance. Il faut trouver le coupable, sinon ça continuera sans fin. Ourongron et moi avons réfléchi ensemble, mais après un long moment sans trouver de piste, j'ai fini par appeler Wu Feng. Cette fois, il a décroché rapidement et m'a demandé si j'avais des ennuis. Nerveux, je lui ai raconté l'histoire de la poupée de chiffon. Ainsi que ce qui était écrit sur la fenêtre. Wu Feng est resté silencieux un moment au téléphone, puis m'a demandé. Est-ce que tu as rencontré un fantôme récemment? Le mot « fantôme » m'a fait frissonner de la tête aux pieds. Pensant soudain à Lily, je lui ai aussitôt raconté toute l'histoire de Lily. Alors va chez lui aujourd'hui, que tu vois le cadavre ou non, appelle-moi pour me le dire. Rentre chez toi avant la tombée de la nuit et ferme toutes les portes et fenêtres. Après mon départ, Fang Xiaoyu a verrouillé la porte. À cause de cette affaire de poupée, non seulement j'étais terrifié, mais même Fang Xiaoyu avait peur, ce qui me rendait un peu coupable. Le soleil n'avait en rien diminué. J'ai accéléré le pas vers l'arrêt de bus, mais à peine avais-je contourné la bande de verdure que j'ai vu le vieux mendiant qui était venu chez moi tout à l'heure. Sans lui, j'aurais presque oublié qu'il avait parlé de serpent tout à l'heure. Clairement en train de me mentir. Accroupi par terre, il me fixait droit dans les yeux. Ce qui fit naître en moi un frisson inexplicable. Je sortis vite 10 yuan et les lui tendis, demandant d'un ton aimable. « Vieil homme, que vouliez-vous dire tout à l'heure » Il me regarda en hochant la tête, et dit avec un petit rire, « Si j'avais dit que c'était une poupée de chiffon, tu m'aurais cru, gamin ?» Je fronçai les sourcils. Il connaissait l'existence de la poupée de chiffon. Cette affaire, peut-être. Qu'il était dans le secret. Pensant cela, je lui demandai, « Qui êtes-vous vraiment ? Comment savez-vous qu'il y a une poupée de chiffon dans ma chambre ?» Le vieillard regarda les 10 yuan que je lui avais donnés, et dit avec indifférence. « Je ne suis qu'un mendiant. Tu me demandes pourquoi je le sais, je ne peux pas te le dire. » Il jouait au mystère. J'aurais voulu insister, mais en y repensant. Il m'avait sauvé tout à l'heure, et ne semblait pas méchant. Continuer à le questionner aurait été impoli. Alors, je le remerciai. Et reparti. Ce vieillard n'était peut-être pas ordinaire. Quand Wu Feng reviendra. S'il est encore là, on pourra sûrement savoir d'où il sort. J'ai pris le bus en direction de l'école. Et une dizaine de minutes plus tard, j'étais dans la rue devant l'école. En entrant dans l'établissement, j'ai vu que personne n'était dans ma classe. Ils étaient déjà partis, apparemment. Je devais donc me rendre seul chez Lily. Sa maison se trouvait en banlieue, dans un petit village pas loin d'ici, où nous étions allés lors d'une sortie de printemps. Il ne fallait qu'une demi-heure à pied, mais le chemin était très isolé, et il fallait traverser un bosquet. Je me suis dépêché d'emprunter un petit sentier qui partait de la rue pour entrer dans le bosquet. Mais je n'avais pas fait quelques pas, que j'ai soudain vu quelqu'un venir vers moi de l'autre côté. C'était une femme, apparemment. Mais elle portait un grand chapeau et avait le visage enveloppé dans une écharpe, ce qui était très étrange. Avec cette tenue par une telle chaleur, et alors que nous allions nous croiser dans ce bois, je ne pus m'empêcher de penser au tueur dont avait parlé le professeur principal. Pris de panique, je fis demi-tour, mais à peine m'étais-je retourné qu'une voix rauque retentit derrière moi, « Oui, ne va pas chez Lily. Tu le regretteras. » Elle me connaissait? Je me retournai brusquement. Et mon cœur se glaça. Comment était-ce possible? Il n'y avait personne derrière moi. Il faut savoir que dans ce bosquet, les arbres étaient particulièrement clairsemés, on voyait loin. Mais j'eus beau regarder attentivement tout autour, je ne vis pas âme qui vive. Qui était cette personne? Mon cuir chevelu s'engourdit. Je n'osais plus emprunter ce chemin et revins en courant sur la grande rue. L'angoisse était extrême, mais je n'osais pas désobéir aux instructions de Wu Feng. Le cœur battant, j'ai retiré 100 yuan en liquide à la banque, puis j'ai pris un taxi dans la rue, qui m'a emmené au village de Lily par la route. En voiture, c'était différent, je n'avais rien à craindre. Environ 20 minutes plus tard, j'étais dans son village. En regardant vers la maison de Lily, tout était blanc. Il y avait du monde partout, et on entendait beaucoup de battements de tambours et de gonds. Après avoir congédié le chauffeur, je n'hésitai pas une seconde et courus directement jusqu'à la porte de Lily. J'ai vu beaucoup de camarades de classe, debout, regardant à l'intérieur de la salle principale. En me voyant arriver, plusieurs garçons se sont approchés de moi. Devant les filles, ils faisaient les fanfarons. Un gros garçon regarda d'un air méprisant, mais quand son regard tomba sur la tête du cadavre, il s'aperçut soudain que le cadavre avait ouvert des yeux injectés de sang, comme s'il me regardait. Chapitre 24, la chambre des fantômes aux ailes. J'étais pourtant sûr de l'avoir vu les yeux fermés tout à l'heure, et voilà qu'il s'ouvrait soudainement. Sur son visage méconnaissable, seuls ses deux yeux étaient encore intacts, me fixant d'un regard vide. Je n'ai pas pu le supporter. Une sueur froide m'a glacé, j'ai lâché prise et me suis enfui. À ce moment-là, tous les gens se tenaient loin de la maison, regardant dans ma direction. Personne n'osait s'approcher. Soudain, je me suis rappelé les caractères de sang sur la fenêtre et l'avertissement de cet inconnu rencontré chez le voisin. J'ai fini par y croire. À peine entré dans la salle principale, des choses étranges se sont produites.
Cela devait forcément avoir un lien avec moi. Titubant, je me suis dirigé vers l'entrée du village. En passant près de la foule, j'ai compris qu'ils parlaient tous de la mort de Lily. Les villageois disaient que Lily, en rentrant de nuit, avait rencontré une femme folle. Après l'avoir étranglée, cette folle l'avait jetée dans le dortoir de l'école. Et tous s'accordaient à dire que cette femme est en réalité une zouïne, une médium des enfers. Je ne savais pas ce que cela signifiait, et je n'osais pas demander. Après une course effrénée, j'ai croisé un camarade de classe à l'entrée du village. Les garçons se moquaient de moi. Mais je n'y ai pas prêté attention et j'ai continué à courir sans m'arrêter. Oui? Tu peux m'attendre? À ce moment-là, j'ai entendu la voix de Kinyanian derrière moi. Je me suis retourné et je l'ai vu arriver. Je me suis dit, je ne peux pas perdre de temps maintenant. Alors je lui ai dit, aujourd'hui, j'ai quelque chose à faire. Si tu as quelque chose, reviens un autre jour. Sur ces mots, j'ai continué à courir. Elle n'y a pas prêté attention et a lancé, alors je te chercherai demain. Je n'ai pas répondu. Tout en courant à toute vitesse, j'ai sorti mon téléphone. J'ai appelé Wu Feng. Dès qu'il a décroché, je lui ai raconté tout ce qui venait de se passer. Allô? Ce soir, quand tu rentres chez toi, souviens-toi de fermer toutes les portes et fenêtres. Quoi que tu entends dehors la nuit, ne t'en occupe pas. Le jour, tu peux vivre normalement. Je reviendrai dans quelques jours. Wu Feng me disait cela. Au téléphone. En entendant sa voix, j'ai eu l'impression d'avaler un calmant, je me suis soudain un peu détendu. J'ai répondu d'un « d'accord ». Puis j'ai raccroché. J'ai couru par à-coups, et une demi-heure plus tard, j'étais à l'école. En voyant la foule aller et venir, je me suis senti encore plus rassuré, moins effrayé qu'avant. Mais en repensant au visage atroce de Lily morte, je n'ai pu m'empêcher de frissonner. Arrivé à l'arrêt de bus. En attendant, j'ai soudain aperçu une affiche de recherche sur le côté du quai. En la regardant, je suis resté figé un long moment. La photo montrait la mère folle de Liu Hong. L'affiche disait, cette personne s'appelle Wang Yifan. Un jour, après avoir perdu son mari, elle a perdu la raison et a fugué. Certains disent qu'à minuit. On l'a vue devant l'école. Elle demandait donc aux citoyens de l'aider à la retrouver. Sur la photo, Wang Yifan avait les cheveux en désordre, debout devant l'école, regardant la ruelle au bord de la route. J'ai regardé attentivement et j'ai trouvé la forme de ses mains très étrange, comme si elle tenait quelque chose. Mais en y regardant de plus près, c'était plutôt ses propres ongles. Non. Comment des ongles humains pourraient-ils être aussi longs qu'un demi-doigt? Comme la photo était en noir et blanc. Et un peu floue, je n'étais pas sûr que ce soit des ongles. Mais sur la photo, elle se tenait furtivement à gauche de la rue. Regardant en face. Il y avait quelque chose de suspect. J'ai suivi son regard. Et j'ai découvert avec surprise que deux personnes se tenaient dans la ruelle, une belle jeune fille aux cheveux noirs et à la jupe bleue. Et un jeune homme grand et mince. Tous deux regardaient furtivement de l'autre côté de la rue. N'était-ce pas Ourongron? En voyant cela, je me suis rappelé cette nuit où nous nous étions cachés dans la ruelle pour éviter notre professeur principal. J'ai eu un choc violent. Que cette femme folle apparaisse autour de l'école était déjà très anormal. Mais je n'imaginais pas que sa date de disparition coïncidait exactement avec le jour où Ourongron et moi étions venus au chef-lieu, et qu'elle nous épiait à ce moment-là. Serait-ce donc elle que ces gens appelaient Zouïne? Cependant, à en juger par l'heure de la mort de Lily, cela semblait impossible, car tout le monde disait que Lily était morte une semaine plus tôt. Un froid glacial m'a envahi le cœur. Je n'ai même pas osé attendre le bus, j'ai pris un taxi. Et suis rentré chez moi. Il était déjà tard, les néons de la ville scintillaient de toutes parts. J'avais le cœur lourd. Arrivé à ma porte, j'ai été surpris de voir Ourongron assise sur le seuil. Le menton dans les mains, regardant autour d'elle. Étonné, je me suis précipité vers lui et lui ai demandé. Comment se fait-il que tu puisses bouger? En me voyant, son visage, d'abord soucieux. Un sourire de joie illumina son visage, il boitilla jusqu'à moi et s'affala soudainement sur mon corps. Le sourire aux lèvres, il dit, je peux bouger? Alors, comment ça va? C'est incroyable, dis-je, incrédule, en l'examinant des pieds à la tête. Bien qu'il puisse marcher, il était plus faible qu'un vieillard, il bougeait à peine. Mais maître Judao n'avait-il pas dit qu'il faudrait 10 jours pour qu'il bouge? En y pensant, je lui demandai. Est-ce que tu as guéri plus tôt? Il secoua la tête en se penchant sur moi, l'air un peu hébété. Après avoir dit cela, il raccrocha directement le téléphone. J'étais très surpris. Est-ce que le son pouvait faire peur à Wu Feng? Je restai figé un long moment. Ce n'est qu'ensuite que je descendis distraitement. Soudain, des coups frappés à la porte nous arrachèrent brutalement à notre bonheur silencieux. Ourongron, timide, cacha son visage avec un oreiller et me dit d'aller ouvrir. Je sentis que quelque chose clochait. Après tout, nous n'avions aucune relation. En pleine nuit. Qui viendrait frapper à la porte? Je posai l'oreiller et, perplexe, me dirigeai vers la porte. Je demandai à voix haute, qui est là? À ma grande surprise. Personne ne répondit de l'autre côté. Les coups continuaient à résonner. Mon cœur s'emplit d'un mauvais pressentiment. Je n'ouvris pas la porte, mais, le visage livide, je portai Ourongron à l'étage, dans une chambre. La porte n'arrêtait pas de résonner, sans une seconde de répit. Qu'est-ce qu'il y a? Me chuchota Ourongron. Je lui fis signe de se taire et lui dis à voix basse de rester allongé sans bouger. Je pris une lampe torchée, sur la pointe des pieds, me rendis dans la chambre d'en face. Je pouvais voir l'entrée. Toc toc toc. Toc toc toc.
Au milieu de ces coups sourds, je m'approchai de la fenêtre de la chambre, l'ouvris doucement. Je regardai en bas. L'entrée était dans l'angle mort du réverbère, complètement noir. J'aperçus vaguement une silhouette blanche debout devant la porte, frappant. Je poussai un soupir de soulagement. J'allumai immédiatement la lampe torche et l'éclairai vers le bas. Mais à ce moment-là, j'eus à peine la force de ne pas lâcher la lampe sous le choc. Sous la lumière, il n'y avait personne. La porte était vide. Pourtant, le bruit de toc-toc-toc continuait. C'était un fantôme. Ma respiration s'accéléra. Je refermai violemment la fenêtre, dévalai l'escalier et éteignis la lumière du rez-de-chaussée. Puis, dans l'étrange bruit de coups à la porte, je courus, paniqué, dans la chambre de Hourongron. Les paroles de Wu Feng se réalisaient. Il m'avait dit de ne pas m'occuper des bruits extérieurs, quelle qu'en soit la nature, ce soir. Je n'aurais jamais cru que ça arriverait. Qui est-ce? Me demanda Hourongron, nerveux. Je secouai la tête, puis verrouillai la porte et vérifiai la fenêtre. Après avoir tiré les rideaux, j'éteignis la lumière. Assis sur le lit, je tendis l'oreille, anxieux, aux bruits extérieurs. Dehors, le vacarme ne cessait pas. Les coups à la porte résonnaient toujours. Hourongron semblait avoir peur du noir. Il se serra contre moi, sa respiration devenue très silencieuse. Je caressai sa tête. Immobile, nous restâmes ainsi, tranquillement blottis l'un contre l'autre sur le lit. Sans dire un mot. Environ une demi-heure s'écoula ainsi, puis les coups à la porte cessèrent enfin. Un silence de mort tomba aussitôt autour de nous, à part le bruit lointain des klaxons. C'était étrangement silencieux. Je poussai un soupir de soulagement. J'allais dire à Hourongron de dormir tranquille. Mais je m'aperçus qu'il ne bougeait plus. J'allumai la lampe torche pour voir, il avait les yeux fermés, il s'était endormi. Il dormait beaucoup ces derniers temps. Je n'osais pas le réveiller. Je l'allongeai doucement sur le lit et le couvris. Mais sa main agrippait fermement. Mes vêtements, impossible à desserrer. Je dus m'appuyer sur le lit. Tremblant, j'écoutais le moindre bruit à l'extérieur, sans oser me détendre, de peur qu'il ne se passe quelque chose. Je n'osais pas fermer les yeux. Je tins bon près d'une heure. Pendant ce temps, aucun bruit ne parvint de l'extérieur. Je pensais, il ne devrait plus y avoir de problème, et finalement je fermai les yeux rassuré. Je me préparais à dormir. Mais ce que je n'avais pas prévu, c'est qu'à peine mes yeux fermés, à peine somnolé un instant. La fenêtre à côté émit soudain toc-toc. Cela me fit sursauter, toute ma vigilance envolée. Même Hourongron tressaillit et se réveilla. Qui est là? Vite, je couvris la bouche de Hourongron pour l'empêcher de parler. Je rassemblai mon courage et demandai à voix haute vers l'extérieur. La fenêtre résonna de nouveau de 2 coups, puis une voix se fit entendre, c'est moi. Je suis Lily. Tu ne me reconnais pas, Lily? La chair de poule m'a immédiatement envahi. Cette voix n'était pas du tout celle de Lily, elle sonnait plutôt rauque. C'était plutôt comme la voix de la femme voilée que j'avais rencontrée dans la forêt en pleine journée. Lily n'est-elle pas morte? Qui es-tu vraiment? Arrête de jouer les esprits frappeurs. Sinon, je vais appeler la police, ai-je crié d'une voix tremblante. J'avais très peur. Ce type de vitre isolait très bien le son. La voix de la personne à l'extérieur semblait sourde et étouffée. C'était à faire dresser les cheveux sur la tête. Je suis vraiment Lily, si tu ne me crois pas, ouvre la fenêtre pour voir. La voix se fit entendre à nouveau. Je respirai profondément, approchant ma bouche de l'oreille de Hourongron. Je lui dis à voix basse, ne fais pas de bruit, je vais voir. Hourongron s'accrochait à moi, craignant sans doute que la personne derrière la fenêtre ne me fasse du mal. Je lui dis alors. Je n'ouvrirai pas la fenêtre, sois tranquille. En disant cela, il accepta enfin de me lâcher. Nerveux, je m'approchai de la fenêtre et tirai doucement le rideau. Dehors, la lune éclairait vivement. J'aperçus confusément une boîte posée sur le rebord de la fenêtre. Mais je ne vis aucune silhouette. J'allumai la lampe torche et éclairai l'extérieur, effectivement, personne. Pris de panique, je tirai immédiatement le rideau et n'osai plus regarder dehors. Que as-tu vu? Me demanda Hourongron d'une voix haletante. Je ne répondis pas. Je pris plutôt une profonde inspiration, m'appuyant contre la fenêtre pour calmer ma nervosité. Il ne me questionna plus. Peu après, il s'accroupit sur le lit, les cheveux en désordre, et me regarda. En me voyant, il se frappe la poitrine en haletant, fait la moue et dit. Tu m'as fait peur. Je repris mon souffle, secouai la tête, et tirai complètement le rideau. Quant à la boîte noire sur le rebord, je n'osais pas la regarder, de peur qu'elle soit comme ces roses qui avaient nui à Hourongron. Nous nous regardâmes longuement, Hourongron et moi. Il était nettement plus calme que moi. Après tout, il était de la famille où, même en présence d'un vrai fantôme, il n'aurait pas peur. Cette fois, le silence régnait dehors, aucun bruit. Je sentis qu'il ne se passerait rien d'étrange ce soir. Après réflexion, je dis à Hourongron, va vite dormir, veille sur toi. D'accord, répondit-il en s'allongeant sur le lit et en me regardant. À ce moment, son air doux et fragile éveillait des pensées troublantes. Je m'assis vite au pied du lit. Fixant le mur, je m'inquiétais. Mon mari, j'aimerais voir Linlin. Hourongron murmura soudain. Je fus surpris, il ne pouvait pas rentrer chez lui pendant 3 mois. Il ne pouvait que le regretter. Je lui dis, dans 2 mois. Je te ramènerai à la maison, et tu pourras y rester un moment. Non. Je veux que tu ailles le chercher, dit-il d'une voix plaintive. Je soupirai intérieurement. Parfois, je le trouvais vraiment pitoyable, mais quand il était agaçant, il me rendait fou. Après un moment de réflexion, je pouvais bien aller chercher la petite Linlin pour qu'elle tienne compagnie à Hourongron pendant sa convalescence.
Mais il fallait attendre que Wurong revienne. Sur cette pensée, je hochai la tête. Dans 2 jours, j'irai le chercher pour te tenir compagnie. Il sourit, ravi, et souleva doucement la couverture. Il me regarda fixement et dit, d'accord, c'est promis. Ce soir, tu peux dormir dans le lit. Je pensais, sinon, je dors par terre. Wu Feng avait dit qu'il dormirait avec lui, mais je n'avais pas d'autre pensée. Je n'enlevai pas mes chaussures. Je m'adossai au lit, éteignis la lumière et sortis mon téléphone. Cela m'aidait à me distraire un peu. Ainsi, rien de fâcheux n'arriverait. J'avais accepté d'aller chercher le petit Lin Lin, où Rongron était de bonne humeur. Il se blottit contre moi, regardant attentivement mon téléphone, sans dire un mot. L'atmosphère terrifiante de tout à l'heure s'était dissipée. En jouant avec mon téléphone, je réfléchissais aussi à ce qu'il faudrait faire quand Rongron serait guéri, s'il devait aller à l'école dans quelques jours. À ce moment-là, il me réveillerait sûrement tôt chaque matin, me collerait pour m'accompagner à l'école. Puis il m'attendrait à la sortie, et nous irions avec Fang Xiaoyu au Mont Jubei. En plus, il y aurait parfois des fêtes organisées par l'école. Il ne me laisserait certainement pas y aller seul. Cela posait problème, je risquais d'être découvert par l'école et renvoyé. Mais je ne pouvais pas l'empêcher de me suivre. Finalement, après réflexion, une seule solution s'imposa. Lui demander de ne plus m'appeler « mon mari » et de se faire passer pour ma cousine. Peu après, Rongron s'endormit. Sa petite main chaude s'accrochait toujours à moi, comme d'habitude. Comme s'il avait peur que je m'enfuis. Je jouais sur mon téléphone pendant 1 heure, ne voyant rien se produire. J'étais aussi très fatigué, et je me suis finalement endormi. La nuit s'est passée sans incident. Le lendemain matin, quand la lumière du soleil a traversé les rideaux et est entrée, je me suis réveillé dans un brouillard. Une couverture me recouvrait, mais Rongron avait disparu. Inquiet, je me suis levé et suis descendu en courant pour regarder en bas. Il faisait le petit déjeuner dans la cuisine. J'ai poussé un soupir de soulagement, me disant qu'il pouvait bien s'entraîner un peu. Après m'être lavé, je suis directement entré dans la chambre et j'ai ouvert les rideaux pour voir si la boîte noire de la nuit dernière était toujours là. Mais en ouvrant la fenêtre, la boîte était encore là. Une boîte faite derrière la cuisine, de la taille d'une paume environ. Sans réfléchir, j'ai ouvert la fenêtre et attrapé la boîte, me demandant qui avait bien pu la porter. Le 2e étage est si haut, est-ce que ce serait vraiment impossible que ce soit un esprit? La boîte n'était pas verrouillée. J'ai soulevé le couvercle. En l'ouvrant, j'ai vu qu'il contenait un ruban de tissu jaune. Il m'a paru familier, ressemblant beaucoup à la lettre dans le sac de Rongron. J'ai rapidement déplié le tissu et les regardé. Il y avait une ligne de caractères noirs à l'assemblée des 5 grands immortels du mois prochain. Je veux épouser Rongron dans la famille Wang. Quoi? C'était une lettre de la famille Wang. J'ai frissonné malgré moi. Incrédule, j'ai pris l'objet et suis allé à la porte de la cuisine, appelant Rongron pour qu'il reste immobile. J'ai déplié le tissu pour lui montrer les caractères. Tu fais partie des 5 grands immortels. Regarde si c'est écrit par la famille Wang. Lui ai-je demandé. En voyant cette lettre, Rongron a eu si peur qu'il a titubé. Et est tombé par terre. Pris de panique, j'ai rapidement jeté le tissu. Et l'ai aidé à s'asseoir sur le canapé. Inquiet, je lui ai demandé « Qu'est-ce qui t'arrive ?» Soudain, il a pris un air triste et m'a dit en fronçant les sourcils « C'est le fils aîné de la famille Wang. La lettre de Wang Yu. Il y a 6 ans, c'est lui qui est venu demander ma main chez moi, et c'est pour ça que je me suis enfui. Plus tard, j'ai rencontré le fils aîné de la famille Liu. Sans toi, j'aurais été souillé. » En disant cela, il a baissé la tête, a attrapé le bas de sa robe et l'a froissé sans cesse. Avant que je puisse parler, il a relevé la tête, l'air abattu, et m'a dit « Wang Yu est sans scrupules, mais il est très puissant. Ma mère elle-même doit lui montrer du respect. Nous avons une assemblée annuelle des immortels le mois prochain. Et nous devons tous y aller. J'ai peur de lui. » Là-dessus, il s'est tu, le visage sombre, l'air soucieux. Je ne m'attendais pas à ce qu'il ait un tel passé. Voyant qu'il n'arrivait pas à continuer, j'ai compris tout de suite. Le fils aîné de la famille Wang voulait lui voler Rongron. Le cœur serré. Je n'avais plus envie de lui poser d'autres questions. J'ai réfléchi un instant, puis j'ai dit rapidement. « Ne t'inquiète pas, on emmènera mon frère avec nous. Ils n'oseront sûrement rien nous faire. » Rongron a baissé la tête, a réfléchi un moment, puis a soudain eu l'air de comprendre et a hoché la tête. « C'est vrai. Ton frère est si fort, il pourra certainement nous protéger. » Ayant dit cela, il a souri de joie, m'a entouré le cou, a ri un instant, puis a titubé vers la cuisine. Il s'est retourné pour me regarder et a dit « N'oublie pas d'aller chercher l'Ingligne. Il me manque tellement. » J'ai acquiescé, puis j'ai baissé la tête, l'air sombre, en réfléchissant. Même si Wu Feng est fort tout seul, pourrait-il lutter contre toute la famille Wang? J'avais lu dans un livre que la famille Wang est composée de belettes devenues immortelles. On dit qu'ils ne sont dépassés que par la famille Wu, mais en réalité ils sont à égalité, car la famille Wu est surtout composée de femmes. Tandis que la famille Wang a beaucoup d'hommes et de nombreux experts. Je n'étais pas de bonne humeur. Mais je n'osais pas le montrer devant Rongron, de peur d'affecter sa convalescence. Après le petit déjeuner, j'ai pris un tabouret et je me suis assis avec Rongron devant la porte pour profiter du soleil. Il ne devrait pas y avoir de danger ici. J'avais trop de choses en tête, il fallait que je me détende en attendant le retour de Wu Feng. Nous étions tous les deux accros à nos téléphones. Rongron était bien plus absorbé que moi, sans faire de caprice. On a joué joyeusement jusqu'à midi.
Au moment où j'allais rentrer pour préparer le déjeuner, par hasard, j'ai vu une fille en jupe d'écolière entrer par l'entrée, portant un sac de fruits. Et un sac à dos. À première vue, c'était notre chef de classe, Kinyanian. En me voyant, elle s'est approchée d'un air toujours froid et m'a regardé en disant « Eh bien, le prof a dit que tu étais malade et m'a demandé de venir te voir. Ça va ?» J'ai été surpris, me disant que c'était fichu. J'ai demandé un congé à mon professeur principal, prétextant être malade, mais il m'a vu. Il va sûrement me dénoncer en rentrant. J'ai gratté ma nuque, gêné, et j'ai jeté un coup d'œil à Orongron. Une idée me vint soudain, je dis « Merci. Je ne suis pas malade, c'est ma cousine qui l'est. Je reste chez moi pour m'occuper d'elle pendant 2 jours. » Il regarda Orongron, hocha la tête en faisant « me tendit les fruits et dit « D'accord, reviens vite en cours, le bac n'est plus très loin. » Je pris les fruits et le pressai d'entrer s'asseoir. Mais il secoua la tête, disant qu'il avait des affaires à la maison et qu'il rentrait. Sur ces mots, il tourna froidement les talons et partit. Ne lui parle plus jamais, désormais. Orongron, après avoir vu Kinyanian s'éloigner, fit la moue. Et me dit, un peu fâché. Quoi, demandai-je, perplexe. De toute façon, les jolies, c'est interdit, et les moins jolies aussi. À part moi, les femmes. Aucune n'est autorisée. Compris? Sinon, je rentre et je dis à ma mère que tu as violé nos 3 règles. Il me fixa, martelant chaque mot. Je me fis tout petit, pensant que cette petite peste était aussi jalouse. Et je lui donnai ma parole, résigné. Je portai les fruits dans la maison, d'abord décidé à allumer le feu pour cuisiner. Mais ne pouvant me résoudre à laisser Orongron seul au soleil dehors, je me dirigeai vers la porte. Pour l'inviter à entrer. À peine avais-je mis un pied dehors que je vis soudain un groupe de jeunes habillés comme des voyous dévaler la route dans notre direction, comme si quelque chose de grave était arrivé. Ils couraient, très pressés. Je restai figé un instant, pensant qu'ils se battaient devant la porte. Mais je remarquai par hasard que le meneur n'était autre que Liu Hong. Il menait une bande de voyous aux cheveux teints. Et ils coururent directement vers Orongron. Mon visage changea, mon cœur pressentit un mauvais coup. Le téléphone dans ma main tomba par terre avec un bruit sec. Sans réfléchir, je saisis la serpillière à côté et me précipitai vers eux. Vous feriez mieux de ne pas faire de bêtises. Criai-je. Ils étaient sûrement venus se venger de moi, Liu Hong, la nuit dernière. Je ne m'attendais pas à ce que la bande ne se rue pas sur moi, mais attrape Orongron. Et repartent en courant vers la route. Et, qu'est-ce que vous faites? Vous savez que je suis la 2e princesse de la famille Wu. Lâchez-moi, mon époux. Orongron, gravement blessé. Incapable de bouger, me regarda et cria à plein poumon. Liu Hong. Qu'est-ce que tu veux faire? Je l'ai poursuivi à perdre haleine, hurlant de rage. Quoi faire? Ce soir à 8 heures, derrière la colline de l'école. Si tu n'es pas à l'heure. Je ne ferai rien, mais avec les gars, on s'occupera de cette petite beauté en t'attendant. Ah! Lança-t-il, vulgaire, puis la bande, tenant Orongron, monta rapidement dans un fourgon et disparut à toute vitesse. Salaud! S'il ose toucher à un seul cheveu de Orongron, je le tue. La voiture n'avait pas de plaque. La panique m'envahit, je fis demi-tour, courus à la maison comme un fou. Ramassai le téléphone par terre, verrouillai la porte et fonçai vers l'école. Ces voyous. Une fois qu'ils tiennent une fille comme Orongron, j'avais peur qu'à 8 heures du soir, il ne soit déjà trop tard. L'affaire était soudaine, je n'avais pas le choix. Dans l'état où était Orongron. Il était plus faible qu'une personne ordinaire, je devais le retrouver au plus vite. La bande qui traînait avec Liu Hong. Ce n'était au mieux que quelques petits voyous, pas très courageux, je ne sais pas où ils aient trouvé l'audace d'enlever quelqu'un aujourd'hui. J'abandonnai l'idée d'appeler Wu Feng.